Un jour, alors qu'elle arrose ses fleurs, Karoé repense à son enfance, à sa confession à son béguin. Le garçon s'était enfui, terrifié, après avoir vu sa main monstrueuse. Il l'avait traité de monstre, et ses mots ne l'ont jamais quitté. Plus tard, les filles de sa classe s'extasient devant Arata, un garçon très populaire. Comme il va bientôt commencer le mannequinat, certaines de ses camarades veulent le photographier tant qu'elles le peuvent. Karoé s'interpose délibérément, car une des filles est assise à sa place. La fille refuse de bouger. Alors Arata propose de sortir pour qu'elle bouge. Réalisant qu'il va se lever, Karoé ramasse rapidement ses affaires et quitte la classe. Les filles la trouvent étrange et se moquent d'elle, tandis qu'Arata la regarde partir en silence. Son regard dérive alors vers les fleurs que Karoé arrosait. Pendant ce temps, Karoé s'enferme dans les toilettes. Elle frappe à répétition contre la porte, frustrée par Arata. Depuis qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre, des élèves se rassemblent constamment autour de son bureau. Elle sent soudain une pulsation dans sa main. Retirant sa manche, elle révèle une main monstrueuse. Elle sait que le seul moyen de redevenir normale est de se calmer. Elle sort son téléphone et son casque, écoute sa musique préférée et fait défiler des photos de plats qu'elle veut manger. La distraction fonctionne et ses mains redeviennent lentement normales. Contrairement à tous les autres, Karoé souffre d'une condition mystérieuse qui fait muter des parties de son corps. La première fois, c'est arrivé après sa confession à son amour d'enfance. Après cet incident, sa mère, Rinko, lui a dit d'arrêter de passer du temps avec ses amis. Karoé a essayé de s'isoler, mais quand des camarades l'ont soudainement invitée à jouer, elle n'a pas pu refuser. Elle se souvient du bonheur qu'elle ressentait jusqu'à ce que d'étranges appendices poussent dans son dos. Les autres enfants les ont vus et ont immédiatement eu peur d'elle. Pendant des années, elle a gardé l'espoir que quelqu'un finirait par l'accepter. Cependant, au fil du temps, elle a réalisé à quel point le monde est superficiel. Pendant la pause déjeuner, Karoé se dirige vers l'escalier de secours pour dessiner. Elle pense que personne ne la dérangera là-bas. Quand elle lève les yeux, elle trouve Arata qui la regarde et pousse un cri de surprise. Arata explique qu'il est venu ici pour échapper à la foule qui s'était rassemblée autour de lui dans la classe, et il est surpris de trouver Karoé ici aussi. Karoé est prise au dépourvu quand il l'appelle par son nom de famille au lieu d'utiliser les surnoms étranges que tout le monde lui donne. Arata remarque son carnet de croquis et complimente son art, disant qu'il est incroyable. Gêné, Karoé le retire rapidement. Il lui demande pourquoi elle a choisi de dessiner en niveau de gris. Elle répond précipitamment que ça rend simplement mieux. Quand Arata s'assoit à côté d'elle, sa proximité fait commencer à se transformer le dos de Karoé. Cependant, la mutation s'arrête soudainement quand Arata commente qu'être seul de temps en temps est agréable. Arata admet qu'il remet récemment en question sa propre valeur car il ne comprend pas ce qui le rend si spécial. Karoé sent son corps redevenir normal, bien qu'elle ne puisse pas comprendre ses préoccupations. Pour elle, cela ressemble simplement à une demande de compliment. Elle lui dit sans détour que s'il n'aime pas qu'on le filme, il devrait dire aux gens de reculer. Sûr que son honnêteté brutale le fera fuir, Karoé le regarde à nouveau pour le trouver la regardant avec admiration. Arata est d'accord avec tout ce qu'elle a dit et promet d'être plus honnête sur ses sentiments. Il décide de partir pour qu'elle puisse continuer à dessiner en paix, mais avant de partir, il lui prête son écharpe pour qu'elle ait chaud. Karoé est choquée qu'il reste si gentil, même envers quelqu'un comme elle. Elle est convaincue que quelqu'un d'aussi gentil que Arata doit avoir des arrière-pensées. Elle le poursuit, lui jette l'écharpe au visage et s'enfuit immédiatement, jurant qu'elle ne sera pas dupée par son jeu, comme tout le monde. Plus tard dans la journée, Karoé rentre chez elle et essaye de passer discrètement devant Rinko et son chien, Jumbo King. Malheureusement, il la remarque immédiatement et Rinko l'accueille avec un câlin. En serrant sa fille, Rinko sent les pointes qui dépassent de son dos. Mais Karoé se précipite dans sa chambre, insistant sur le fait que ce n'est rien d'inhabituel, même si son dos mute rarement. Pendant ce temps, Jumbo King renverse accidentellement quelque chose, obligeant Rinko à le ramasser. Dans sa chambre, Karoé examine les pointes dans son dos. Elle les trouve dégoûtantes et étranges car elles disparaissent normalement au bout d'un moment. Pourtant, elle pense que même si elle se transforme complètement en monstre, cela ne ferait pas une grande différence. Elle sent que sa vie restera toujours grise. Le lendemain, elle est horrifiée de trouver Arata à son endroit habituel pour dessiner. Il parle joyeusement de son fiber plus colo. Tout ce que Karoé veut, c'est retrouver sa routine paisible. Arata explique qu'il a réalisé à quel point il aime se sentir utile aux autres. Il dit que ses conseils francs lui ont ouvert les yeux et lui ont donné envie d'apprécier davantage la vie. Puis il lui montre le café qu'elle voulait secrètement visiter et l'invite à y aller après l'école avec lui et quelques amis. Karu accepte immédiatement. Cependant, à leur arrivée après l'école, elle découvre qu'il n'y a qu'elle et Arata. En entrant, Karoé essaie désespérément de se calmer. Elle se dit que ce sera peut-être plus facile sans groupe, mais la sortie ressemble maintenant plus à un rendez-vous, ce qui lui fait craindre une nouvelle transformation. Le silence en attendant leur nourriture ne fait qu'aggraver la gêne. Enfin, leur crêpe arrive, et Kuroy demande timidement si elle peut manger la première. Arata l'encourage joyeusement à croquer la première bouchée. Au moment où elle goûte les crêpes, elle a l'impression d'être montée au ciel.
Son expression ravie surprend complètement Erada. Il laisse échapper un doux rire, admettant qu'il ne s'attendait pas à la voir sourire ainsi, car elle semble toujours distante à l'école. Pourtant, il pense qu'elle est une personne formidable. Il souligne qu'elle prend toujours au sérieux les tâches de nettoyage et qu'elle s'occupe avec soin des fleurs de la classe chaque jour. Karoé le regarde, et soudain les crêpes ont un goût moins sucré que ses paroles. Arata lui offre alors sa propre part de crêpes. Il lui montre une vieille photo de lui au collège, où il était beaucoup plus rond, expliquant qu'il prend du poids très facilement. Il admet qu'il a peur de redevenir seul s'il ressemble à ça. Kuro se souvient avoir cru qu'il ne pourrait jamais comprendre quelqu'un comme elle, mais elle réalise maintenant qu'elle avait tort. Elle prend un morceau de crêpe, lui en offre, et lui dit fermement de le manger, car son poids ne la dérange pas. Si quoi que ce soit, elle aimerait toujours être son amie s'il change. Avant qu'elle ne puisse reprendre ses mots, Elrada lui saisit doucement la main et mange le morceau de crêpe qu'elle lui a offert, admettant que c'est vraiment délicieux. Les deux passent le reste de la journée ensemble, comme s'ils avaient toujours été de bons amis, et Karoé se dit qu'au moins pour aujourd'hui, elle s'autorisera à être dupe. Alors qu'il commence à rentrer, Erada remarque que Karoé semble un peu fatiguée et lui propose de la raccompagner jusqu'à chez elle. Son corps a recommencé à se transformer et elle suppose que c'est parce qu'elle est surexcitée. Juste à ce moment-là, plusieurs filles qui aiment Arata l'aperçoivent et s'apprêtent à s'approcher. Cependant, au moment où elle remarque Karoui à ses côtés, elle suppose qu'elle le traque et commence à parler de l'exposer en ligne comme une harceleuse. Les entendre dire cela fait reculer la main monstrueuse de Karoé. Karoé est sur le point de s'excuser et de rentrer seule quand Arata lui prend soudain la main et l'entraîne, ignorant complètement les filles. Karoé est stupéfaite qu'il continue de lui tenir la main, même lorsqu'elle se transforme en sa forme monstrueuse. Pour la première fois de sa vie, elle a l'impression que son monde gris est soudainement devenu rose. Cependant, elle se sent soudain étrange. Elle s'excuse avant de soudainement s'enfuir de lui. En courant, d'autres parties de son corps commencent à muter. Elle ne peut plus réprimer la sensation de brûlure et s'arrête sur un pont. Incapable de contrôler davantage son corps, elle perd l'équilibre et tombe dans la rivière en contrebas. Là, son corps continue de se transformer jusqu'à ce que quelque chose d'énorme émerge des profondeurs. Pendant ce temps, Erana la cherche désespérément. Quand il atteint le pont, un kaiju émerge soudain de la rivière. Il se trouve que c'est Karoé, et au moment où elle voit Erana, elle est convaincue que même lui ne pourrait jamais l'accepter maintenant. Elle pousse un rugissement assourdissant vers le ciel, croyant que l'amour ne peut apporter que la terreur dans sa vie. Bientôt, la nouvelle du mystérieux kaiju se répand. Les gens regardent avec stupeur pendant que des hélicoptères survolent, essayant de filmer Karoé. De retour à la maison, Rinko prépare immédiatement sa voiture, sachant déjà que le kaiju est Karoé. Pendant ce temps, Erada continue de la regarder. Karoé a l'impression d'être piégée dans un rêve. En même temps, elle se permet enfin de libérer toute la frustration qu'elle a refoulée pendant des années. Depuis sa voiture, Rinko supplie désespérément Karoé de ne pas quitter la rivière, sachant que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Quand Rinko arrive au pont, elle remarque qu'Arana regarde toujours vers l'eau en contrebas. Quand il appelle le nom de Karoé, Rinko demande prudemment si c'est la Karoé qu'elle connaît. Elle procède avec précaution, sans mentionner que Kuroi est sa fille, et veut savoir s'il était avec elle avant que le kaiju n'apparaisse. Après qu'Erada ait confirmé, Rinko dit que Kuroi est de son quartier et qu'elle l'a déjà vu évacuer. Avant de partir, il demande à Rinko de dire à Kuroi qu'il a passé un merveilleux moment avec elle. Après qu'il se soit éloigné, elle murmure doucement qu'il ferait mieux de prendre ses responsabilités. Alors qu'elle retourne à sa voiture, elle réalise soudain que Jumbo King a disparu. L'armée a déjà commencé à attaquer le kaiju pendant qu'Erada continue d'évacuer. Cependant, il repère bientôt Jumbo King courant droit vers le danger. Craignant pour la sécurité du chien, Orota le poursuit. Jumbo King le ramène au pont juste au moment où un hélicoptère militaire ouvre le feu sur Kuroi. L'explosion projette des débris. Quand elle relève la tête, Kuroi s'apprête à attaquer. À cet instant, elle voit Arata au sol et se fige en voyant son regard. Troublée, elle aperçoit son reflet dans la vitre d'un immeuble. Elle comprend que tous la regardent comme un monstre. Paniquée, Karoé souhaite qu'ils arrêtent de la regarder ainsi. Elle replonge dans la rivière et disparaît dans le courant. Alors que Jumbo King se libère d'Arata, celui-ci comprend que le kaiju le fixait. Le chien retourne en courant vers Rinko, aboyant comme s'il savait où est Kuroi. Près d'un parc fluvial, Kuroi émerge enfin de l'eau. Son corps a presque retrouvé sa forme normale avant qu'elle ne s'évanouisse. À son réveil, elle est dans sa chambre. Elle se souvient à peine de ce qui s'est passé et s'habille paresseusement pour l'école, ignorante de tout. En bas, Rinko l'accueille et lui dit qu'elle a si bien lavé son uniforme qu'il est comme neuf. Elle lui sert des pancakes. Après une bouchée, Karoui pense que ceux d'hier étaient aussi bons. Elle allume la télé. Les informations parlent du kaiju apparu la nuit dernière. Le reportage continue et les souvenirs de sa transformation reviennent.
Le public appelle la créature Arugon, du nom du lieu de son apparition. Rinko décide enfin de lui dire la vérité. Elle confirme que Karoui était bien le kaiju et explique que sa transformation est plus extrême car Karoui est tombée amoureuse. Un matin, Karoui va à l'école en pensant à ce que Rinko lui a dit. Elle voit les dégâts causés par Arugon, réalisant que ce n'était pas un rêve. Arrivée à l'école, elle entend des filles parler de la blessure d'Erato. Voulant savoir s'il va bien, Karowe demande la gravité de sa blessure. Les filles, irritées, lui demandent pourquoi elle tenait la main d'Orota ce soir-là. Karowe prend une expression décontenancée. Elle s'enfuit à sa place habituelle pour les éviter. En regardant dehors, elle a envie d'être près de lui. Elle voit Arata arriver à l'entrée et s'excite instinctivement. Elle se précipite en bas pour l'accueillir, puis s'arrête brusquement. Elle se souvient que de fortes émotions peuvent la transformer en Arugan. Rester loin de lui est-il le seul moyen de protéger tout le monde? Serrant la rampe, elle se force à regarder. Manatsu, un autre élève, vient voir Arata. Karowe remarque leur grande familiarité. Elle suppose immédiatement que Manatsu est sa petite amie. Elle se sent bête d'être jalouse. Arata la remarque et l'appelle joyeusement. Paniquée, Karowe lui crie de ne plus jamais l'approcher, puis rentre en courant. Dans la salle de classe, Karowe s'isole avec son casque. Quand Erata entre et attire une foule, elle pose son sac pour les tenir à distance. Pendant le cours, Arata regarde Kurui. Après le cours, Kurui voit Munatsu jeter un œil dans la classe. Ne voulant pas l'avoir parlé à Arata, Kurui s'enfuit. Pensant à Arata et Munatsu, une queue pousse soudainement. La cachant sous sa jupe, elle cherche la cause de cette transformation. Plus tard, Karowe retrouve Rinko au parc. Rinko est soulagée que les fleurs aient survécu à sa furie. Karowe demande pourquoi Rinko la laisse encore libre, alors qu'elle devrait être enfermée. Rinko balaie l'idée, disant qu'elle n'emprisonnerait jamais sa fille. Elle promet de toujours la protéger. Ces mots la réconfortent, lui faisant croire qu'elle ne redeviendra peut-être jamais un kaiju. Elle se dit que ses sentiments d'hier étaient peut-être les derniers, ayant coupé les ponts avec Erada. Mais en rentrant, sa queue refuse de disparaître. Elle sort sur le balcon et voit une étrange créature, type chenille, en bas. Elle craint qu'elle ne devienne un kaiju qu'elle devra combattre. Déterminée à l'arrêter, elle prend un maillet et s'approche. En s'approchant, elle se retourne, révélant une fermeture éclair. Sans gêne, Monatsu salue Karoui. Karoui veut demander pourquoi elle est habillée ainsi et si Arana l'a encouragée. Au lieu de ça, Monatsu révèle avec enthousiasme qu'elle attend quelqu'un. En décrivant la personne attendue, Kuroi imagine involontairement Oraka correspondant à chaque description. Mais Monatsu finit par révéler que celle qu'elle attend est Arugan. Elle explique qu'à cause du travail de son père, elle a grandi entourée de films et de produits dérivés de kaiju. Elle a toujours cru que ce n'était que de la fiction, mais la nuit dernière a prouvé qu'ils sont réels. C'est pourquoi elle veut désespérément rencontrer Arugan en personne. Malheureusement, la nuit dernière, elle n'a pas pu voir Arugan elle-même. Même ainsi, elle compte attendre ici jusqu'à ce qu'Arugan réapparaisse. Karui demande soudain si le kaiju est la raison pour laquelle Monatsu a approché Hirata. Monatsu admet qu'elle voulait entendre son impression de première main sur Arugan puisqu'il était à proximité. Le regard amoureux qu'elle a vu plus tôt sur Monatsu était dû à son excitation à parler d'Arugan. Même maintenant, Manatsu se trémousse d'excitation en parlant d'Arugan. Manatsu mentionne aussi qu'elle voulait à l'origine parler à Kuroi à l'école, mais n'a pas pu car Kuroi s'est enfui. Kuroi est soulagée de savoir que Manatsu n'est pas la petite amie d'Arata. En même temps, elle se sent mal, réalisant qu'Arata la déteste probablement pour ses paroles précédentes. Leur conversation est interrompue quand un policier s'approche et informe Manatsu qu'elle n'a pas le droit de dormir dans la rue. Prenant pitié d'elle, Kuroi laisse échapper que Hirugan ne viendra pas ce soir. Monatsu fait une pause avant de se souvenir que Rana a dit que Arugan était apparu peu après la disparition de Kuroi. Elle commence à se demander à voix haute si Kuroi peut communiquer avec Arugan par la pensée. Elle conclut même que Kuroi doit être la prêtresse d'Arugan. Kuroi répond maladroitement qu'elle pourrait l'être. Prenant cela comme une confirmation, Monatsu demande avec enthousiasme à Kuroi d'invoquer Arugan. Kuroi prétend que Arugan est trop fatigué maintenant. Juste à ce moment, deux silhouettes déguisées de manière suspecte en Ultraman arrivent. Il s'avère que ce sont les serviteurs de Munatsu venus la ramener à la maison. La personnalité excentrique de Munatsu laisse à la fois Kuroi et le policier complètement déconcertés. Le lendemain, Kuroi cache soigneusement sa queue sous sa jupe avant de se rendre à l'école. Dès son arrivée, Manatsu se précipite pour la remercier de la soirée agréable et suggère avec empressement qu'elles deviennent amies. Elles aperçoivent Arata entourée de filles une fois de plus. Kuroi se cache immédiatement. Manatsu demande doucement si Kuroi aime Arata. Comme aucune d'elles ne sait si Arata a déjà une petite amie, Monatsu propose d'aider à les rapprocher, disant que c'est juste normal, puisque Kuroi sera sa Cupidon avec Aruga. Sans hésiter, Monatsu s'approche hardiment d'Arata et lui demande s'il a une petite amie.
Arata répond honnêtement qu'il n'en a pas. Les filles autour célèbrent un bref instant avant qu'Arata n'admette calmement qu'il est déjà intéressé par quelqu'un. En disant cela, il regarde directement Karowe. Son cœur commence à battre la chamade, tandis que sa queue cachée remue sous sa jupe. La sensation familière d'être submergée revient, et Kuroui s'enfuit immédiatement. Elle se retrouve seule dans la cour quand Munatsu la rattrape. Munatsu la félicite joyeusement, car ils ont confirmé qu'Arata est célibataire. Cependant, Kuroui supplie Munatsu de la laisser tranquille. Elle insiste sur le fait que la romance ne peut que se terminer par sa blessure. Manatsu sourit simplement et dit doucement à Kuroui qu'en tant qu'autre fille amoureuse, elle voit clairement les flammes de l'amour brûler dans les yeux de Kuroui. Elle aide Kuroui à se relever et dit qu'elles devraient se soutenir mutuellement dans la recherche de l'amour, peu importe comment cela se termine. Elle invite ensuite Karowe chez elle, après l'école, pour qu'elle mange des collations et regarde des films de kaiju pour se remonter le moral. Plus tard, pendant le cours de sport, Karowe regarde Arata jouer au basket avec les garçons dehors. Elle se convainc qu'il est impossible que quelqu'un comme lui puisse l'aimer. Ses pensées sont interrompues quand un ballon de volley la frappe soudainement. Les autres filles se plaignent avec colère qu'elle a encore évité de participer et lui ordonnent d'au moins aider à nettoyer. Karu obéit silencieusement et ramène le chariot de ballon de volley dans la réserve, cependant, les filles la piègent à l'intérieur. De l'extérieur, elle se moque d'elle pour avoir cru qu'Arata pourrait jamais l'aimer, insistant sur le fait que quelqu'un comme lui ne choisirait jamais quelqu'un comme elle. À l'intérieur de la réserve sombre, la queue de Karowe commence à s'agiter sauvagement alors qu'elle crie qu'elle sait déjà cela. Les filles entendent du matériel se casser et supposent que Karowe fait une crise de colère. Elles décident donc de la laisser enfermer à l'intérieur. Pendant ce temps, Kuroui panique car sa queue continue de grossir, la rendant impossible à cacher. Après la fin du cours de sport, le professeur remarque que Kuroui est absente. Une des filles ment rapidement, prétendant que Kuroui est allée à l'infirmerie. Quand le cours est terminé, Erada s'y rend pour la voir, mais elle n'y est pas. Il croise Manatsu, qui cherche aussi Kuroui. Pendant ce temps, des gens luttent pour ouvrir la réserve. Kuroui retient la porte de l'intérieur car elle refuse que quiconque voie sa queue. Si son secret est découvert, elle s'imagine emmenée dans un laboratoire pour y être examinée. Elle est persuadée que cela la transformerait à nouveau en Harugan. Si cela arrive, elle se demande si Arata la regarderait avec effroi. Assise, elle souhaiterait être née une fille ordinaire. De retour en classe, les filles se demandent si elles devraient enfin libérer Kuroui. Malheureusement pour elle, Manatsu surprend toute la conversation. Exigeant de savoir ce qu'elles ont fait, elle déclare dramatiquement que Harugan deviendra fou si elles emprisonnent la prêtresse de la bête. Elle presse les filles de s'excuser immédiatement. Au lieu de cela, elles insistent qu'elles n'ont rien fait de mal, car Karowe a dépassé les bornes en s'approchant trop d'Arata. À ce moment, Arata révèle qu'il a tout entendu. Il se blâme le plus, car il a continué à vouloir être amical avec tout le monde, alors que les filles continuaient de blesser Karowe. Réalisant que son silence ne faisait qu'encourager leur comportement, il décide d'arrêter de faire semblant que tout va bien. Il avoue qu'il tient beaucoup trop à Karowe pour la perdre. Arata court vers le gymnase pour la secourir, laissant ses admiratrices sans voix, tandis que Manatsu l'encourage silencieusement. Quand Arata atteint la réserve, il force rapidement la porte coulissante à s'ouvrir. Surprise, Karowe réagit instinctivement avec sa queue. Décontenancée, elle demande nerveusement s'il a vu quelque chose. De l'extérieur, Erada la rassure, disant qu'il faisait trop sombre pour voir clairement. Plutôt que de forcer l'entrée, Erada commence à lui parler à travers la porte. Il avoue avoir menti le jour où il l'a invité à manger des crêpes. Il n'était jamais prévu de sortie de groupe. Il n'avait pas acheté de billets juste pour eux deux, car il voulait sincèrement passer du temps avec elle. Il explique que son honnêteté brute l'a marqué. Même si tout ce qui se passe à Tokyo rend le moment terrible, il veut toujours mieux la connaître. Écoutant de l'autre côté de la porte, Karoui est stupéfaite par la sincérité de sa voix. En même temps, elle ressent cette vague familière d'affection débordante monter en elle. D'une voix douce, elle lui dit enfin qu'il peut entrer. En entrant dans la réserve, Erada semble surpris. Kuroui admet timidement qu'elle a un côté laid et le prévient que s'il se rapproche, il découvrira éventuellement des choses encore plus dégoûtantes sur elle. Elle lui dit qu'elle n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse vraiment aimer une fille avec une queue. Sans s'en rendre compte, sa queue commence lentement à rétrécir. Arado semble confus par son commentaire, car il ne voit aucune queue. Il tend la main et allume la lumière. Au moment où la pièce s'éclaire, il remarque le trou déchiré au dos de l'uniforme de Kuroui. Mortifié, Kuroui plonge immédiatement sous une pile de tapis de gym pour se cacher. Arata s'assoit à côté d'elle, puis lui dit doucement que si elle se déteste, il trouvera simplement plus de raisons de l'aimer et de le lui dire. Kuroui jette un coup d'œil vers lui. Arata se penche un peu plus près, soulagé qu'il puisse enfin se regarder correctement. Il lui dit qu'il ira chercher son sac d'école et informera Manatsu qu'elle est en sécurité. Une fois qu'il s'est éloigné à une distance sûre, le corps de Karoui se transforme soudainement en Haruga. Orata regarde vers le gymnase alors qu'un énorme kaiju émerge. Pendant ce temps, Manatsu rayonne d'excitation, ravi de rencontrer enfin Harugan en personne. Harugan cherche silencieusement Orada.
Dans son cœur, Kuroi s'excuse auprès de lui. Elle sait qu'elle n'aura jamais la romance normale qu'il mérite, mais elle promet silencieusement de ne pas piétiner ses sentiments. Plusieurs personnes regardent Harugan s'échapper à nouveau par la rivière, Manatsu étant la seule à être sincèrement triste de voir le kaiju partir. Au moment où Karui atteint le parc, elle a déjà retransformé sous sa forme humaine. Réalisant qu'elle doit encore retourner à l'école, elle trouve un grand sac poubelle pour s'envelopper comme couverture de fortune. En courant, elle évite plusieurs reporters interrogeant des étudiants. Elle se dirige vers sa classe pour récupérer son uniforme. Là, elle voit Arata insister sur le fait qu'un étudiant est toujours piégé dans le gymnase. Karoe court immédiatement le rassurer. Les deux décident de rentrer ensemble. Arata exprime son inquiétude car Karoi était à proximité lorsque Harugan est apparu. Il avoue avoir eu l'étrange impression que Harugan le regardait directement lors des deux rencontres. Karoi lui dit précipitamment qu'il imagine probablement des choses. Elle le complimente calmement pour être resté si calme face à quelque chose qu'elle considère comme laid. Au lieu d'être d'accord, quelque chose fait soudainement tilt dans l'esprit d'Arata. Il répond doucement qu'il pensait en fait que c'était beau. Un instant, Kuroi croit qu'il parle de Harugan, mais Arata mentionne que les cerisiers sont jolis. Karoi acquiesce vite, essayant de cacher ses pensées. Calmée, Karoi avoue être contente qu'aucun cerisier n'ait été écrasé. Un jour, elle va chez Monatsu pour préparer son rendez-vous. Malheureusement, la plupart de ses vêtements sont des costumes de monstres bizarres. Monatsu trouve une belle robe pour Karoe. Bien que Karoe admette qu'elle est jolie, elle insiste sur le fait qu'elle est le vrai problème. Monatsu l'encourage à avoir plus confiance en elle, surtout vu comment Kuroi a été invité. Après l'incident Haruban, alors que Kuroi rentrait, Erada l'arrête. Il l'invite timidement à passer le week-end avec lui dans un parc d'attractions. Il a gagné 2 billets et veut qu'elle vienne. Wanatsu déclare avec enthousiasme que c'est une grande avancée pour la vie amoureuse de Karoe. Essayant de ne pas trop y penser, Karoe sent ses mains se transformer. Elle n'arrive pas à croire qu'Arata puisse s'intéresser à elle, alors qu'il pourrait sortir avec n'importe qui. Monatsu l'encourage à changer de perspective demain. Pour finir, elle coiffe Karoe avec des petites cornes. Le lendemain matin, Karoe se prépare discrètement pour son rendez-vous et essaye de filer. Rinko l'attrape avant qu'elle ne parte. Plutôt que d'admettre qu'elle a un rendez-vous, Karoe dit juste qu'elle retrouve un ami. Avant que Rinko ne pose des questions, Karoe se précipite dehors. La regardant partir, Rinko devient méfiante. Au lieu de rendez-vous, Kuroi relie nerveusement ses messages avec Arata. Si son corps se transforme, elle a un plan pour se calmer. Soudain, la foule proche murmure avec excitation. Karoe voit Arata s'approcher, entourée de filles admiratives. Elle se demande si c'est l'effet de le voir en tenue décontractée, car pour elle, il scintille. Quand la mascotte s'éloigne, Karoe perd sa couverture. Arata la remarque aussitôt et court vers elle. Ravi qu'elle soit venue, il la salue chaleureusement. Gêné, Kuroi couvre instinctivement son visage et lui dit doucement qu'il a l'air différent. Arata admet avoir fait un effort. Il a même consulté un styliste, ce qui flatte secrètement Karoe. Arata dit ensuite qu'il est content de la voir en tenue décontractée pour la première fois. Il avoue même qu'elle est mignonne, avant de se reprendre, trouvant ses mots trop directs. Kuru sent son cœur s'emballer. Elle essaye désespérément de se calmer, imaginant le désastre si elle se transformait en Harugan. Heureusement, elle y parvient. Elle dit à Erada qu'elle s'est sentie un peu étourdie et suggère qu'ils fassent un tour ensemble. Toujours inquiet, Erada dit doucement qu'ils peuvent reporter si elle ne se sent pas bien. À sa surprise, Karoe insiste pour continuer le rendez-vous. Souriant, Erada lui prend la main. Craignant que le contact ne déclenche une transformation, elle retire vite sa main. Ils explorent le parc et Erada montre les invités déguisés. Bientôt, Erada repère un manège romantique et suggère d'essayer. Karui craint que ce soit trop pour elle. Elle suggère donc un manège individuel. Voulant qu'elle s'amuse, Arata accepte joyeusement. Ni l'un ni l'autre ne voit Rinko déguisée en mascotte. Rinko admet qu'Arata semble gentil, mais elle sait que s'il tombe amoureux de Karoe, cela pourrait devenir la romance la plus dangereuse. Après un manège, Karoe est soulagée de ne pas se transformer. Elle réalise alors qu'elle tenait inconsciemment la main d'Arata. Gênée, elle la retire et insiste pour descendre seule. Elle se rappelle qu'elle doit rester sur ses gardes. La journée continue, Karoe gardant ses distances, tandis que Rinko les suit. Lors d'une attraction, Rinko se faufile même entre eux. En parlant, Erada avoue aimer le cri de Karui dans le manège. C'est la première fois qu'il l'entend hausser le ton. Erada repère un autre manège pour couple et suggère qu'il l'essaie. Elle demande nerveusement si le personnage pourrait remonter avec eux. Arata se tait un instant, puis suggère maladroitement de faire autre chose. Il prend une peluche ressemblant à un petit kaiju. Kuroi étudie la peluche et remarque qu'elle ressemble beaucoup à Harugan. Arata choisit ensuite un serre-tête mignon et le lui place doucement sur la tête. Décontenancé, Karui insiste pour dire que seules les filles mignonnes devraient porter ça. Arata dit à Karui qu'elle est mignonne. Il propose même de porter le serre-tête assorti avec elle. Kuroi refuse obstinément, disant qu'ils ne sont pas un couple et ne devraient pas porter d'accessoires assortis.
En continuant à marcher dans le parc, une distance notable se creuse entre eux. Puis, elle réalise le vrai problème. Pendant tout le rendez-vous, elle a refusé presque toutes les suggestions d'Arata. Elle comprend que la distance grandissante est de sa faute, car elle s'est protégé le cœur tout ce temps. Observant de loin, Rinko se demande si la romance n'est pas venue trop tôt pour Karoe. Juste à ce moment, elle entend Karoe inviter soudainement Oraka à monter dans l'une des attractions pour couple du parc. Arata est complètement pris au dépourvu et demande si elle est vraiment sûre. Karoe dit fermement que oui. Entendre cela panique immédiatement Rinko. Une fois le manège commencé, Karoe regrette presque instantanément sa décision, car elle ne peut s'empêcher de remarquer la bonne odeur d'Arata. Sentant sa tension, Erada tend doucement la main et lui prend la sienne pour la rassurer. Mais avant qu'il ait le temps de regarder, le manège plonge dans une grande chute. Quand le manège se termine enfin, elle essaie de partir précipitamment, disant qu'elle doit aller aux toilettes. Cependant, la ceinture de sécurité la retient. Arata se penche instinctivement pour l'aider à la détacher. Devenue nerveuse, Karoe crée rapidement de la distance entre eux dès qu'elle est libre. Après s'être calmée, elle revient et trouve l'ambiance entre eux nettement plus lourde. Arata admet avoir remarqué que Karoe l'évitait toute la journée. Il suppose qu'elle n'a accepté la sortie d'aujourd'hui que parce qu'elle était trop gentille pour le refuser. Pensant l'avoir dérangé, Erada décide qu'il est temps pour lui de partir. Kuroi veut désespérément corriger son malentendu. Elle se précipite après lui, mais réalise qu'une grande partie de son corps a déjà commencé à se transformer. Surprise, elle recule immédiatement. Quand Erada fait ce qu'elle prend pour une expression de peur, son cœur se serre alors qu'elle court à travers le parc. Les gens commencent à la regarder fixement, remarquant sa queue étrange et ses mains monstrueuses. Pendant ce temps, Arata la cherche avec ses affaires. Il avait pris son sac et remarqué son carnet. Après l'avoir lu, il a compris que Karoe avait préparé des moyens de s'enfuir de lui toute la journée. Observant à distance, Rinko est désolée qu'Arata ait eu le cœur brisé. Pourtant, elle pense que c'est mieux ainsi, car Karoe ne pourra jamais vraiment être avec un garçon humain. Finalement, elle remarque qu'Hirata disparaît de la vue et suppose qu'il a finalement abandonné. Elle décide de chercher Karoe. Pendant ce temps, Karoe essaye désespérément de se calmer dans des toilettes. Peu importe ce qu'elle fait, ses traits monstrueux refusent de disparaître. Elle devient terrifiée à l'idée que si elle ne peut pas redevenir normale, Hirata ne lui parlera plus jamais. Tout ce qu'elle voulait, c'était passer une journée ordinaire à sortir avec le garçon qu'elle aime. Réalisant que la romance lui est peut-être tout simplement impossible, elle abandonne. Les émotions violentes font s'agiter sa queue. Acceptant son destin, Karoe sort sans se soucier de savoir si quelqu'un la voit. Bientôt, Rinko la rattrape et lui saisit doucement la queue. Toujours déguisée en mascotte du parc, Rinko lui rappelle doucement de ne pas effrayer les autres visiteurs, car c'est un endroit où les rêves se réalisent. Kuroi demande tristement si les monstres laids comme elle ont le droit de rêver. Ces mots laissent Rinko sans voix. Alors que Kuroi s'enfonce dans le désespoir, elle déclare qu'elle déteste cet endroit. Elle décide qu'elle veut détruire le parc. Agitant sa queue avec frustration, elle envoie Rinko voler au loin. Plus Kuroi s'éloigne, plus les gens instinctivement s'écartent. Puis, quelqu'un lui saisit soudainement la queue. Elle se retourne pour trouver Arata derrière elle. Au moment où elle le voit, plusieurs des pointes qui recouvrent son corps commencent à rétrécir. Elle essaye immédiatement de se cacher à nouveau. Arata avoue honnêtement qu'il est surpris par son apparence. Il dit cependant être impressionné par son engagement dans son costume. Il suppose avec enthousiasme qu'elle fait du cosplay de Johnny, un de ses personnages préférés du parc. La foule environnante accepte rapidement l'explication d'Arata et commence à croire qu'elle est simplement une cosplayeuse incroyablement dévouée. Arata conclut joyeusement que c'est la raison pour laquelle Karoe agissait si étrangement toute la journée. Karoe décide discrètement de jouer le jeu. Bientôt, les visiteurs demandent à prendre des photos avec elle. Arata se souvient alors du carnet qu'il a ramassé. Il lui dit qu'il a réalisé à quel point elle était excitée en découvrant la dernière page avec un dessin de deux. Embarrassée, Karoe reprend vivement le carnet, essayant de cacher à quel point elle était excitée. Juste à ce moment, les feux d'artifice du soir commencent à illuminer le ciel. En les regardant ensemble, Kuroi trouve enfin le courage de baisser sa garde. Elle s'approche un peu d'Arata et avoue timidement qu'elle attendait cette journée avec plus d'impatience qu'elle ne l'a montré. Quand Arata lui sourit chaleureusement, Kuroi ne peut s'empêcher de célébrer avec l'une des mascottes monstres à proximité. Observant tout cela de loin, Rinko est stupéfaite de voir à quel point Kuroi agit ouvertement avec un garçon. Bien qu'elle se sente toujours troublée, elle décide de laisser Kuroi profiter du reste de la soirée. Une fois les feux d'artifice terminés, Arata lui demande si elle aimerait continuer à explorer le parc ensemble. Kuroi accepte avec enthousiasme et indique avec impatience toutes les attractions qu'elle veut encore faire. Les deux passent le reste de la soirée à profiter de la fin de la journée ensemble. Alors que Rinko rentre chez elle, elle est soudainement interpellée par Kotaro, un ancien collègue. En regardant Kotaro jouer avec Jumbo King, elle fait remarquer qu'il ne ressemble guère à un biologiste. Kotaro lui fait remarquer que Rinko ne lui ressemble pas non plus. Rinko le corrige, expliquant qu'elle est une ancienne biologiste. Elle avait décidé de démissionner et de devenir simplement une mère célibataire heureuse.
Kotaro demande si cela signifie qu'elle n'a aucun intérêt pour Harugan, qu'il croit être une femelle d'après le comportement et les cris du kaiju, et surtout ses yeux amoureux. Rinko se sent mal à l'aise et demande s'il est venu tout ce chemin juste pour draguer Harugan. Kotaro dit en plaisantant qu'il l'a fait, incitant Rinko à marcher vers la porte, prête à le raccompagner. Avant qu'elle ne le puisse, Kotaro la serre soudainement dans ses bras par derrière. D'un ton beaucoup plus doux, il lui demande de retravailler avec lui. Rinko remarque son téléphone vibrer, alors elle lui donne un coup de pied dans le tibia et le traite de coureur de jupons sans honte. Kuroi entre, et dès qu'elle voit Kotaro, elle appelle joyeusement son nom. Kotaro l'embrasse immédiatement, disant combien elle lui a manqué et combien elle est plus douce et plus mignonne comparée à Rinko. Après l'avoir lâchée, il donne à Kuroi un sac plein de souvenirs. Kuroi s'illumine d'excitation, alors que Rinko demande si c'est le bruit que Kuroi écoute. Kuroi soutient passionnément que le métal est la forme de musique la plus sublime. Reconnaissante pour les cadeaux, Kuroi serre Kotaro une fois de plus dans ses bras. Bien qu'il apprécie l'affection, il lui rappelle doucement de ne pas s'exciter trop à cause de sa condition. Il demande prudemment si on a trouvé un remède. Kurohi admet tristement qu'ils ne l'ont toujours pas trouvé, bien qu'elle soit devenue beaucoup plus apte à le contrôler. Kotaro lui dit fièrement qu'il a une autre surprise pour elle. Kuroi s'excite car elle les voulait. Rinko insiste immédiatement pour les accompagner. Kuroi souligne rapidement que tout le lieu sera rempli de musique assourdissante. Après réflexion, Rinko change d'avis à contre-cœur. Comparée à Orada, elle décide que Karui sera probablement beaucoup plus en sécurité avec Kotaro. Rinko prend discrètement Karui à part et lui rappelle de ne jamais mentionner qu'elle est Harugan. Tout étant réglé, Kotaro dit aux filles qu'il part. Il dit à Karui qu'il restera en ville un moment, donc elle est la bienvenue pour lui rendre visite quand elle veut. Karui est ravie de la nouvelle, bien que Rinko se sente mal à l'aise. Plus tard dans la nuit, Arata envoie un message à Karui pour lui dire qu'il a passé un merveilleux moment aujourd'hui. Il envisage brièvement de lui redemander de sortir, mais se souvient qu'il a du travail. Il est agréablement surpris lorsque Karui répond qu'elle s'est aussi amusée avant de lui souhaiter bonne nuit. Pendant ce temps, Kuroi se demande immédiatement si lui envoyer un message de bonne nuit était trop audacieux. Un instant plus tard, Hirada répond avec un message de bonne nuit de son côté. Lire ces mots fait s'envoler le cœur de Kuroi. Pour la première fois, elle accepte pleinement qu'elle est tombée amoureuse de lui. Elle se demande discrètement si Orana ressent la même chose. Mais ensuite, elle se reprend, se disant que c'est impossible car elle est un kaiju. Le jour du festival de musique arrive enfin. Alors que Karu et Kotaro entrent dans le lieu, ils se souviennent du dernier concert auquel ils ont assisté ensemble. À l'époque, Kuru était si excité que ses mains s'étaient transformées. Marchant aux côtés de Kotaro, Kurue se sent complètement détendu. Par coïncidence, Arata travaille dans l'un des stands de merchandising du festival. L'apercevant dans la foule, il est surpris de la voir là. Kotaro devient immédiatement méfiant et demande qui est Arata. Nerveusement, Kuroi le présente comme une camarade de classe. Pensant que Kotaro est un parent de Kuroi, Arata le salue poliment. Mais Kotaro annonce qu'il est le petit ami de Kuroi. Paniqué, Kuroi le corrige précipitamment, expliquant que Kotaro est en fait un ami de sa mère et celui qui l'a initié à la musique métal. Tandis qu'elle explique tout frénétiquement, Kotaro remarque de petites pointes commençant à sortir de son dos. Changeant de sujet, il demande à Arata s'il est mannequin ou acteur. Quand Arata dit que non, Kotaro demande immédiatement s'il est le petit ami de Kuroi. Kuroi le nie rapidement. Cependant, Kotaro dit qu'il préférerait entendre la réponse d'Arata lui-même. Les deux se regardent fixement, pendant que Kuroi observe nerveusement la montée de la tension. Désespérée de mettre fin à ce moment gênant, elle pointe la scène et annonce vouloir écouter un groupe. Une fois près de la scène, Kotaro demande si Arata sait quelque chose sur sa condition. Kuroi admet que non, mais insiste sur le fait qu'Arata est une personne vraiment gentille, différente des autres. Kotaro la prévient gentiment qu'elle n'a pas encore rencontré assez de monde pour porter un tel jugement. Il commence à expliquer que certains hommes peuvent être manipulateurs. Malheureusement, le groupe commence soudainement à jouer, empêchant Karoe d'entendre ses avertissements. Un peu plus tard, Arata prend une pause et aperçoit Karoe se reposant avec Kotaro. Les observant, surtout à quel point Karoe a l'air heureuse, il ressent une pointe de jalousie inattendue. Plus tard, Karoe parvient à se placer près de la rambarde avant le concert de son groupe préféré. Arata l'approche, expliquant qu'il a été autorisé à quitter le travail plus tôt et a décidé de profiter des concerts restants. Il lui demande si elle est vraiment à l'aise si près de la scène, car la foule semble intense. Karui explique qu'elle y est habituée, car elle va souvent en concert avec Kotaro. Soudain, le public éclate d'excitation, alors que le groupe se prépare à monter sur scène. Karoe l'acclame avec tout le monde, mais est poussée en arrière. Gênée, elle s'éloigne rapidement et suggère de reculer plus loin. Au lieu de cela, Erana la ramène vers lui. Kotaro les voit et commence immédiatement à marcher vers eux. Pendant ce temps, Karoe sent ses émotions s'emballer. Sa condition commence à se manifester à nouveau, et elle murmure doucement qu'elle n'en peut plus. Malheureusement, Arata interprète mal ses paroles. Karoe essaye désespérément de s'expliquer.
Cependant, Arata admet qu'il croyait initialement qu'elle était juste timide. Mais après avoir vu à quel point elle interagit naturellement avec Kotaro, il conclut qu'elle ne l'aime tout simplement pas. Paniquée, Karoe veut désespérément expliquer que Kotaro n'est rien de plus qu'une figure paternelle pour elle. Avant qu'elle ne puisse prononcer ces mots, elle sent sa queue apparaître. À cet instant précis, le groupe fait irruption sur scène. Le rugissement de la foule détourne l'attention d'Erada une seconde. Quand il se retourne vers Karoe, elle est déjà partie. Karoe court aussi loin qu'elle peut. Elle regrette de ne pas avoir dit à Erada la raison de son recul. La vérité est qu'elle a acheté des produits capillaires coûteux pour la première fois. Elle a même emprunté une jolie tenue car elle voulait être belle pour lui. Récemment, elle avait même commencé à s'entraîner à faire des cookies. Pour la première fois depuis des années, elle avait hâte d'être à deux mains, grâce à Arata. Alors que ses sentiments débordent, Karoe se transforme complètement en Harugan. La foule panique immédiatement. Arata et Kotaro regardent en état de choc le kaiju géant qui se tient devant eux. Pendant ce temps, le groupe sourit simplement, décidant qu'il n'y a pas de meilleur moment pour commencer leur performance. Kotaro dit à Erada d'évacuer et de lui laisser le soin de trouver Karoe. Erada prend une paire de jumelles et monte sur scène pour la chercher. Au moment où il le fait, Harugan marche directement devant lui avant de s'abaisser jusqu'à ce qu'il soit face à face. Même dans sa forme géante, Karoe souhaite pouvoir avouer ses sentiments à Arata. Avant qu'elle ne puisse se calmer, des hélicoptères apparaissent soudainement au-dessus. Agacée, elle balance sa queue massive pour les chasser. Quand elle regarde à nouveau vers la scène, Erada a disparu. Le cœur brisé, elle pousse un rugissement de détresse avant de détruire la scène. Pendant ce temps, Erada et Kotaro s'échappent par une autre sortie, la voyant retourner vers l'entrée principale du festival, où Kotaro pense que Karoe pourrait être. Inquiet pour elle, Arata décide soudain d'aller voir Harugan. Il explique qu'il pense pouvoir attirer Harugan loin de la foule. Kotaro le supplie d'abandonner ce plan téméraire. Arata insiste pour tenter sa chance, car il doit avouer ses sentiments à Kuroi. Pendant ce temps, Harubem cherche frénétiquement Arata, tout en repoussant les hélicoptères qui la poursuivent. Elle sent qu'elle perd lentement le contrôle, ses instincts prenant le dessus. Terrifiée à l'idée de ne jamais redevenir humaine, elle regrette de ne jamais s'être confessée. Elle pousse un autre cri angoissé avant de reprendre sa destruction. Arata décide qu'il doit agir maintenant. Kotaro l'appelle, lui disant qu'il a intérêt à revenir vivant pour que Kuroi n'ait pas à pleurer. Arata se positionne là où Harugan peut facilement le voir. Harugan s'abaisse lentement jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur des yeux. Arata essaye doucement de lui parler. Au lieu de répondre, Harugan pousse un puissant rugissement. Le son effraie Arata, tandis que Kotaro lui crie de fuir. Soudain, une autre voix se fait entendre. Monatsu crie avec enthousiasme pour que Haruga s'arrête. Malheureusement, la corde n'est pas assez longue pour l'atteindre. Haruga perd rapidement intérêt et reprend sa destruction. Une fois l'hélicoptère atterri, Arata se précipite vers Monatsu. Elle explique avec enthousiasme qu'elle est venue dès qu'elle a entendu que Harugan était apparu. Arata explique rapidement qu'il veut attirer Harugan loin car il pense que Kuroi est encore quelque part à proximité. Monatsu répond avec confiance que Kuroi est la prêtresse de Harugan. Arata explique que le vrai danger, c'est le gouvernement. Si Hirugan continue de semer le chaos, l'armée finira par lancer une attaque à grande échelle. Monatsu panique soudain. Alors, ils montent tous les deux dans l'hélicoptère pour arrêter Hirugan. Observant le déroulement des événements, Kotaro s'irrite de plus en plus, tandis que l'équipe de secours essaye de le contacter. Haut dans le ciel, Arata appelle à nouveau Harugan depuis l'hélicoptère. Dès qu'elle le remarque, elle commence immédiatement à le poursuivre. Arata réussit à l'éloigner de plus en plus de la zone peuplée. Une fois qu'ils sont en sécurité loin de la foule, la queue de Haruba frappe l'hélicoptère. Ce n'est qu'alors que Monatsu réalise qu'elle a oublié de donner un parachute à Arata. Harugan le remarque immédiatement tomber. Avant qu'il ne touche le sol, elle le rattrape doucement dans la paume de sa main. En regardant son visage, il remarque que ses yeux sont doux, similaires à ceux de Kuroi. Doucement, Arata dit à Harugan qu'il est prêt à écouter car il sent qu'elle a toujours essayé de lui dire quelque chose. Ces mots font battre le cœur de Karoe. Soulagée d'avoir eu raison à son sujet, elle ferme doucement sa main autour d'Arata, le serrant contre elle. Soudain, quelque chose frappe son dos. Se retournant, elle voit un tank leur tirer dessus. Ne voulant pas qu'Arata soit pris dans l'attaque, Haruvan le transporte rapidement dans un endroit plus sûr. Un peu plus tard, Karoe est redevenue humaine. Sa première préoccupation est de vérifier si Arata va bien. Quand il reprend enfin conscience et voit Karoe, il lui prend immédiatement les épaules. Une seconde plus tard, il réalise qu'elle est juste enveloppée dans un parachute et s'éloigne rapidement, embarrassée. Karoe le réprimande pour s'être approché imprudemment de Harugan. Arata se souvient alors de Harugan et s'inquiète pour elle. Karoe le regarde avec une expression inhabituellement honnête. Elle admet qu'elle se détestait auparavant. Cependant, après avoir passé du temps avec Erada, elle a commencé à se voir différemment. Être avec lui donnait envie de regarder vers l'avenir. Elle prend courage pour avouer ses sentiments, mais à la dernière seconde, les mots refusent de sortir. Même sans entendre la suite, Arata s'approche doucement. Il la remercie avant d'admettre qu'il a aussi quelque chose à dire.
Il explique qu'observer Harugan lutter désespérément pour communiquer lui a fait réaliser quelque chose d'important. La regardant droit dans les yeux, il avoue qu'il aime vraiment Karui. Il lui demande si elle veut sortir avec lui. Karui accepte doucement. Caché non loin, Kotaro entend leur échange. Ayant terminé un appel, il sait déjà que leur nouvelle relation sera source de problèmes. Un soir, en repensant à la confession d'Erada, Karoe se réveille soudainement en sursaut. Sans perdre une seconde, elle saute par la fenêtre pour redevenir Harugan en toute sécurité. Les gens observent le kaiju géant traverser la ville avec diverses émotions. De retour à la normale, Rinko s'inquiète de la fréquence des transformations de Kuroi. Cependant, Kuroi écoute à peine car son téléphone reçoit soudain un message. Elle se retire rapidement dans sa chambre et voit qu'Arata lui a envoyé l'itinéraire de leur lieu de rencontre pour aller à l'école ensemble. Excitée, elle se précipite hors de la maison pour retrouver Arata car elle ne l'a pas vu depuis le festival de métal. Au moment où elle aperçoit Arata qui l'attend, elle est frappée par son éclat. Pendant la marche vers l'école, les deux sont maladroitement timides l'un envers l'autre à cause de leur nouvelle relation. Arata déplore silencieusement la possibilité qu'ils ne soient plus camarades de classe car c'est un nouveau trimestre. Prenant son courage à deux mains, il tend la main vers celle de Kuroi. Avant qu'il ne puisse la toucher, un de ses amis l'appelle soudainement par derrière. Arata se tourne pour saluer son ami, avec l'intention de présenter Kuroi à son ami. À sa grande surprise, elle n'est plus à ses côtés. Elle s'est en fait cachée au coin de la rue, réalisant soudain que sortir avec elle pourrait causer des ennuis sans fin à Arata. Convaincu qu'il perdra en popularité à cause d'elle, Kuroi décide de courir devant. Arata parvient à la rattraper, mais elle accélère encore plus. Elle lui dit que, pendant qu'ils sont à l'école, il vaudrait mieux faire semblant de ne pas se connaître. Avant qu'elle ne puisse continuer, Arata lui saisit fermement la main. Il lui dit doucement que tout cela n'a plus d'importance pour lui. Plus que tout, il est fier de l'appeler sa petite amie. Juste à ce moment-là, ils entendent le clic d'un obturateur d'appareil photo. Arata commence à s'excuser, mais Kuroi s'excuse d'avoir suggéré de cacher leur relation. Pourtant, elle admet qu'elle est dépassée par tout ce qui s'est passé et demande si, pour l'instant, ils pouvaient juste agir comme des amis à l'école. Bien que déçu, Arata accepte. Avant de marcher devant, il lui dit doucement qu'il aurait souhaité qu'elle soit un peu plus égoïste. Continuant vers l'école seule, Karoe est soudainement approchée par une jeune fille nommée Mao, qui se révèle être la petite sœur d'Arata. Reconnaissant l'uniforme scolaire de Karoe, Mao demande si elle peut apporter le déjeuner d'Erada, car il l'a accidentellement oublié à la maison. Selon Mao, Erada est complètement distrait depuis qu'il a une petite amie. Il était même si préoccupé qu'il a complètement ignoré les alarmes d'urgence kaiju la nuit précédente. Ignorant totalement qu'elle parle à la petite amie d'Erada, Mo dit joyeusement au revoir en entendant la sonnerie de l'école. Laissé seul, Kuruei ne peut s'empêcher de sourire. À l'école, plusieurs élèves colportent la rumeur qu'Erada et Kuruei sortent ensemble. Quand ils voient Erada arriver seule, ils se détendent immédiatement, convaincus que la rumeur était fausse. Soudain, ils voient Kuroi prendre la main d'Erada et mentionner que Mao lui a confié sa boîte à lunch car il l'a oubliée. Elle le réprimande doucement pour l'avoir oublié et pour avoir ignoré l'alarme kaiju. Tenant toujours sa main, elle le tire vers le bâtiment de l'école, malgré plusieurs témoins de leur échange, bien qu'Arata soit heureux de son audace soudaine. Une fois à l'intérieur, ils réalisent qu'ils ont été affectés à des classes différentes. Bien que déçus, ils promettent de déjeuner ensemble. Pendant qu'ils se séparent, les gens sont toujours perplexes quant à la nature de leur relation. Munatsu félicite avec enthousiasme Karoe d'être officiellement avec Erada. Tout en louant joyeusement son ami, Karoe remarque enfin les regards curieux que tout le monde lui lance. Elle commence à s'inquiéter de la façon dont ses nouveaux camarades de classe la traiteront. Heureusement, Munatsu révèle qu'ils seront camarades de classe ce trimestre et promet fièrement de la protéger. Entendre cela renforce immédiatement la confiance de Karui. Malheureusement, elle disparaît au moment où plusieurs filles l'entourent et l'assaillent de questions sur Arata. Les choses ne font qu'empirer car Munatsu est également assaillie par des camarades de classe, désireux de devenir son amie. Bientôt, une autre fille populaire nommée Rimu entre dans la classe. Beaucoup de ses élèves la reconnaissent immédiatement et l'accueillent joyeusement. Observant de loin, Karoe admire silencieusement la beauté de Raimu. Elle pense nerveusement que si quelqu'un comme Raimu décide de s'en prendre à elle, elle n'aura aucune chance de survivre au trimestre. Finalement, Raimu entend les rumeurs sur Karoe et Arata. Elle commence à marcher droit vers Karoe. Se préparant à la critique, Karui est convaincu que Rimu va l'insulter. Au lieu de cela, Rimu appuie soudainement un genou contre le dos de Karui, corrigeant sa posture. Elle réprimande Karui pour s'être affaissée, disant que c'est peu attrayant. Remarquant les lèvres sèches de Karui, Rimu l'attire immédiatement vers son bureau pour l'aider. Le reste de la classe regarde, complètement confus, pendant que Raimu s'occupe des lèvres de Karui. Raimu applique soigneusement son baume à lèvres et un peu de maquillage. Elle se présente enfin et encourage même Karoe à utiliser son surnom. Satisfaite, Rimu va discuter avec les autres filles pendant que Karoe regarde ses lèvres fraîchement colorées. Au début, elle ne sent rien de différent. Puis, au moment de se présenter à la classe, elle réalise qu'elle parle avec beaucoup plus d'assurance. En regardant Rimu,
Elle la voit lui sourire fièrement et avec encouragement. Pendant le déjeuner, Arata remarque immédiatement quelque chose de différent chez Karowe. Avant qu'il ne comprenne, Munatsu signale avec enthousiasme que c'est le rouge à lèvres de Karowe. Elle compare même la beauté de Karowe à un kaiju en pleine évolution. Décontenancée, Karowe essaye de s'essuyer le rouge à lèvres. Arata l'arrête et lui dit qu'elle est belle comme ça. Le compliment fait battre le cœur de Karowe si fort qu'elle cache la main qui commence à se transformer. Après l'école, Karowe constate que le rouge à lèvres a disparu. Elle se demande où Raimu l'a acheté car elle adore vraiment la couleur. Bien qu'elle hésite à demander, elle voit Raimu discuter avec d'autres filles et perd son audace. Elle se souvient cependant du bonheur d'Erato quand il l'a complimenté. Prenant son courage à deux mains, elle s'approche enfin de Rimu pour lui demander le rouge à lèvres. Pendant un bref instant, Rimu et les autres la regardent en silence. Karowe pense immédiatement avoir dit quelque chose de mal. Elle est donc surprise quand Rimu l'invite joyeusement à faire du shopping. Rimu emmène Kurowi dans une boutique de cosmétiques. Dans le magasin, Rimu trouve rapidement le même rouge à lèvres et le donne à Kurowi. Voyant le plaisir de Kurowi, Rimu lui propose aussi de choisir un fard à joues assorti. Pendant qu'elle parcourt les rayons, Rimu demande ce qui a suscité l'intérêt soudain de Karowe pour le maquillage. Karowe décide d'être honnête et explique qu'elle a une maladie qui change son apparence. À cause de ses transformations disgracieuses, elle a développé une profonde insécurité sur son physique. Ces insécurités ont même causé des malentendus avec le garçon qu'elle aime. Elle admet timidement que le garçon l'a complimenté sur son rouge à lèvres plus tôt dans la journée. Maintenant, elle veut devenir quelqu'un qui peut vraiment avoir confiance en elle. Alors que Kurowi exprime ses sentiments, elle voit des larmes monter aux yeux de Reimu. Souriant chaleureusement, elle assure à Kurowi qu'elle est certaine qu'elle gagnera en confiance un jour. Plus tard, en rentrant ensemble, Kurowi insiste pour acheter un rouge à lèvres de remplacement à Reimu car elle a utilisé le sien. Soudain, une conduite d'eau éclate et asperge les deux filles. Quand Karowe rouvre les yeux, elle voit Reimu par terre. Puis elle est surprise par l'apparence de Reimu. Se voyant dans une vitrine proche, Reimu panique. Elle fouille frénétiquement dans les sacs des gens, cherchant désespérément quelque chose. La regardant, Karowe réalise vite que Rimu doit chercher sa trousse de maquillage qu'elle a accidentellement fait tomber. La ramassant, Karowe la lui montre. Rimu la lui arrache immédiatement et se remaquille à la hâte. Presque instantanément, son visage redevient normal. Sans reconnaître ce qui s'est passé, Rimu agit calmement comme si de rien n'était, ignorant complètement la demande confuse de Kurowi. Au lieu de rentrer directement, les filles s'arrêtent dans un café. En attendant Rimu, Kurowi remarque que Rimu met beaucoup de temps aux toilettes. Quand Reimu revient enfin, Kurowi est surprise de voir que son maquillage a disparu. Sans maquillage, Reimu a de nouveau le visage d'un gorille. Calmement, Reimu commence à se remaquiller tout en parlant à Kurowi, pleinement consciente de son apparence. Elle admet qu'elle voulait s'ouvrir car elle fait confiance à Kurowi. Reimu explique qu'au collège, elle était constamment taquinée parce qu'elle ressemblait à un gorille. Au début, cela ne la dérangeait pas vraiment. Elle jouait même le jeu, car faire rire les gens la rendait heureuse. Finalement, un garçon qui lui plaisait lui a dit qu'il aimait son sens de l'humour. Ces mots l'ont rendue reconnaissante de son apparence. Les deux ont même formé un duo comique. Pendant un temps, elle a cru qu'il l'aimait aussi, vu comment il la complimentait en privé. Malheureusement, il avait déjà une petite amie. Un jour, Rimu l'a surpris en train de se moquer d'elle en parlant à sa petite amie. Cette découverte lui a brisé le cœur. Après cela, son humeur a visiblement changé à l'école. Puis, le garçon qu'elle aimait s'est approché d'elle, faisant une autre blague à ses dépens, car il s'attendait à ce qu'elle rie. Au lieu de ça, Rimu a fini par craquer. Elle s'est énervée contre lui et contre toute la classe. Submergée par ses émotions, elle est montée sur le toit de l'école et a crié combien elle se détestait. Au milieu de son accès de colère, elle a perdu l'équilibre et est tombée dans un buisson. L'accident l'a laissée hospitalisée pendant 1 mois. Beaucoup de ses camarades sont venus lui rendre visite et se sont excusés de la façon dont il l'avait traitée. Malgré tout, Rimu n'arrivait pas à se défaire de l'impression qu'il se moquait encore d'elle en secret. Cette expérience l'a seulement fait se détester davantage. Rimu montre ensuite à Karowe une palette d'ombre à paupières presque vide. Au début, elle suivait les tutoriels du magazine même si elle trouvait le maquillage inutile à cause de son apparence. Un jour à l'hôpital, une autre patiente a remarqué son maquillage et lui a dit qu'elle était jolie. Ces simples mots ont donné à Rimu le courage de continuer. Depuis, elle s'entraîne à se maquiller tous les jours. Elle admet qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Pourtant, chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle s'encourageait à continuer car elle croyait vraiment être jolie. Récemment, tous ses efforts ont enfin porté leurs fruits. Elle a trouvé un style qui la rend vraiment confiante. Au lieu de réagir avec dégoût, Karowe est profondément impressionnée par l'histoire de Rimu. Souriant, Rimu demande à Karowe de garder son visage de gorille secret à l'école. Elle révèle ensuite son rêve de lancer un jour sa propre marque de maquillage. Elle fait déjà ses premiers pas en postant des critiques de maquillage en ligne. Sans réfléchir, Kurowi laisse échapper que Rimu pourrait probablement rendre même un kaiju mignon.
Réalisant ce qu'elle vient de dire, Kurowi essaie à la hâte de faire passer ça pour une figure de style. Rimu rit simplement et dit qu'elle aimerait créer du maquillage pour rendre même les gorilles et les kaiju adorables. En l'écoutant, Kurowi réalise que Rimu est vraiment une personne merveilleuse. Elle se surprend à admirer quelqu'un comme elle. Quand Kurowi rentre chez elle, Rinko remarque immédiatement le maquillage sur son visage. Elle se plaint que Karowe est plus jolie sans. Se sentant traitée comme un enfant, Karowe s'enfuit dans sa chambre. La regardant partir, Rinko fait remarquer calmement qu'elle sait que Karowe ne se maquille que pour Arata. Dans sa chambre, Karowe se demande si Rinko n'a pas raison. Avant de s'attarder là-dessus, son téléphone vibre. C'est un message d'Orana qui parle avec enthousiasme de leur prochaine sortie scolaire dans quelques jours. Lire son message remonte immédiatement le moral de Karowe. Se souvenant combien Erana aimait son rouge à lèvres, elle décide de l'emporter pour la sortie. Incapable de cacher son bonheur, Karoui embrasse son reflet dans le miroir, prétendant que c'est Erana. Une seconde plus tard, elle sursaute d'embarras quand Rinko ouvre soudainement la porte pour l'appeler pour le dîner. Un matin, Karoui essaye d'appliquer le phare qu'elle a acheté. Même en suivant le tutoriel de Raimu, le résultat n'est pas celui espéré. Juste à ce moment-là, son réveil sonne. Réalisant qu'elle est en retard, elle essaye à la hâte de se démaquiller. Dans le bus scolaire en route pour le voyage de camping de leur classe, Karowe est déçue de ne pas avoir réussi son maquillage. Elle espérait être un peu plus jolie aujourd'hui. Son téléphone vibre soudainement avec un message d'Arata, lui demandant s'ils peuvent se voir plus tard, ce qui la fait rougir. Après être arrivés au camping, Karoui et Manatsu décident d'explorer le lac voisin en premier. Monatsu partage avec enthousiasme des faits sur la région avant de prédire avec confiance qu'un jour le barrage sera détruit par un scarabée géant. Bientôt, Raimu et plusieurs filles de leur classe les rejoignent car elles sont toutes assignées au même groupe. Une fois que tout le monde commence à installer le camp, Raimu demande à Monatsu quel genre de maquillage elle utilise. Complètement étrangère au terme cosmétique, Monatsu suppose par erreur que Raimu parle d'une sorte d'extraterrestre. Regardant cet échange amusant, Karoe s'inquiète de savoir si elle s'intégrera au reste du groupe. Les filles ne semblent pas particulièrement amicales au début. Remarquant l'inconfort de Karoe, Raimu lui demande si elle va bien. Les autres filles supposent immédiatement que Karoe a un problème avec elle. Paniquée, Karoe les complimente à la hâte sur leur maquillage. L'atmosphère change instantanément alors que les filles commencent à discuter avec elle avec enthousiasme des cosmétiques. Soulagée de voir tout le monde s'entendre, Raimut encourage le groupe à finir d'installer le camp pour pouvoir commencer à griller de la viande. Pendant qu'elle continue de préparer le camping, Karoe réalise qu'elle apprécie vraiment la compagnie de tout le monde. Pouvoir socialiser avec elle lui donne un peu plus confiance en elle, lui prouvant qu'elle peut bien s'entendre avec les autres. Une fois l'attente à manger terminée, elle commence à préparer le barbecue. Malheureusement, l'une des filles attise le feu trop fort. En esquivant la fumée, Kuroi aperçoit Orada au loin. Il lui fait un signe joyeux, alors elle lui rend timidement un petit signe, juste pour que Raimu se moque d'elle. En préparant la nourriture, Raimu et Matsu demandent avec impatience à Kuroi de leur parler de sa relation avec Orada. Raimu l'encourage à parler de son petit ami. Gênée, Kuru admet qu'elle avait initialement pensé garder leur relation secrète. Cependant, elle se souvient à quel point Arata a toujours accepté leur relation avec confiance. Un jour, elle espère être aussi fière de se tenir à ses côtés. Ces mots sincères font immédiatement couler des larmes dans les yeux de Raimu. Après s'être essuyé les yeux, Raimu se tourne pour se recoiffer, admettant qu'elle n'est toujours pas assez confiante pour commencer une relation elle-même. Quand elle revient, elle demande à Monatsu ce qu'elle pense de l'amour. Monatsu répond avec enthousiasme qu'elle a déjà quelqu'un qu'elle chérit tendrement. Plus tard, Raimu et Kuroi partent chercher plus de viande pour le barbecue. Raimu devient jalouse, car le barbecue d'une autre école a l'air bien meilleur que le leur. Un étudiant lui offre gentiment de la viande. Alors que Rimu se tourne pour le remercier, elle se fige car l'étudiant se trouve être Okada, le garçon dont elle était autrefois amoureuse. Kuroi réalise immédiatement que c'est le garçon dont Rimu lui a parlé. Essayant de protéger son ami, Kuroi s'interpose entre eux pour protéger Rimu de lui. Confus, Okada les regarde simplement, incapable de reconnaître Rimu du tout. Incapable de gérer la rencontre, Rimu s'enfuit rapidement, provoquant la hâte de Kuroi à la suivre. Les regardant partir, un des amis d'Okada commente à quel point Rimu est attractive. Cette remarque donne une idée à Okada. De retour à leur camp, Rimu se gave de boulettes de riz tout en radotant sur le fait qu'Okada ne l'a pas reconnue. Elle insiste sur le fait qu'elle va parfaitement bien et qu'il devrait simplement oublier tout ça. Même ainsi, Karu peut clairement dire qu'elle est secouée car les anciennes manières simiesques de Rimu sont revenues. Alors que la réalité s'installe, Rimu commence à s'inquiéter qu'Okada ait encore de vieilles photos d'elle. Elle est terrifiée qu'il montre à tout le monde à quoi elle ressemblait, faisant en sorte que tous ses amis actuels la méprisent. Frustrée, elle décide qu'elle doit se débarrasser de lui avant que cela n'arrive. Avant qu'elle ne le puisse, Okada pose soudainement une main sur la sienne et lui propose avec nonchalance de déplacer le rocher pour elle. Surprise, Raimu lâche prise et le lourd rocher tombe immédiatement. Paniquée, Raimu s'excuse.
Alors qu'Okada la regarde enfin correctement, il murmure doucement qu'elle est belle. Ces mots font battre le cœur de Raimu plus vite. Sentant où cela mène, Kuru essaye immédiatement de tirer Raimu loin. Mais il semble que Raimu soit complètement sous son charme, car Okada continue d'essayer de la séduire. Il invite même Raimu dans sa classe au camping pour partager de la viande. Kuru est certaine que Rimu refusera, mais à son horreur, Rimu accepte joyeusement. La tirant à l'écart, Kuru essaye désespérément de la ramener à la raison. Reprenant enfin ses esprits, Rimu devient pâle en réalisant ce qu'elle vient d'accepter. Elle admet timidement qu'elle n'a pas pu s'en empêcher, car entendre Okada la qualifier de belle l'a rendue incroyablement heureuse. Secrètement, elle a toujours voulu qu'Imba dise ces mots comme une forme de vengeance pour tout ce qui s'est passé à l'époque. Juste à ce moment-là, Arata arrive en courant avec des friandises. Raimu encourage Karoe à y aller avec lui, insistant sur le fait qu'elle ira parfaitement bien toute seule. Elle dit même qu'elle aimerait passer un peu plus de temps avec Okada pour se venger. Bien qu'encore inquiète, Karoe décide de faire confiance à Raimu. Alors que Raimu s'éloigne, Karoe ne peut s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière sur elle avant de rejoindre Arata. Alors qu'Arata regarde Karoe manger la guimauve qu'il lui a apportée, Arata remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Sachant à quel point elle aime habituellement les friandises, il réalise immédiatement qu'elle est troublée. Kurowi est touché qu'il ait prêté assez d'attention pour remarquer un si petit changement dans son comportement. Prenant son courage à deux mains, elle demande doucement si les apparences sont importantes pour lui. La question déconcerte Arata, car il a toujours pensé que Kurowi était belle. Insatisfaite de la réponse, Karoe insiste davantage. Elle demande ce qu'il ferait si elle se transformait soudainement en quelque chose d'hideux comme une masse informe. Arata s'arrête pour réfléchir sérieusement, et après un moment, il répond doucement que tant que ce serait Karoe, il voudrait toujours être avec elle, peu importe son apparence. Gênée, Karoe s'excuse de l'avoir inquiétée et admet qu'elle se sentait simplement peu sûre d'elle. Pour la rassurer, Arana tend soudainement la main et prend la sienne. Sans s'en rendre compte, les deux commencent lentement à se rapprocher. Juste au moment où leurs lèvres allaient se rencontrer dans un baiser, Kuroi se retire par embarras, balbutiant à quel point elle aime les guimauves qu'il lui a cuisinées. Elle s'éloigne rapidement sous prétexte d'en faire griller d'autres pour eux. Elle finit au bord du lac pour se rafraîchir les mains avant qu'elle ne se transforme complètement. Le presque baiser semble trop prématuré pour elle, et elle s'est tellement estompée que son rouge à lèvres tombe. En se penchant pour la ramasser, elle surprend des étudiants qui parlent d'Okada qui trompe encore sa petite amie, et que Raimu est déjà sa deuxième victime de ce voyage. Kuru ne peut s'empêcher de se sentir en colère pour Raimu. Pendant la traversée en bateau, Okada continue d'essayer de charmer Raimu, tandis que Kuru fait les 100 pas anxieusement sur le rivage, espérant attirer son attention. Okada remarque les boucles d'oreilles bananes inhabituelles de Raimu et elle explique qu'elle lui rappelle son passé. Okada admet que la boucle d'oreille lui rappelle soudain une fille qu'il connaissait autrefois. Ignorant toujours que Raimu est cette même personne, il rit en se rappelant à quel point elle était ridicule et inculte au collège. Il admet s'être excusé à l'époque, mais avoue ne jamais l'avoir vraiment pensé, car il ne comprenait pas pourquoi elle était si contrariée. Se sentant de nouveau le cœur brisé, Rimu se lève, décidant qu'elle en a assez. Elle lui dit de bouger pour qu'elle puisse ramener le bateau, mais il refuse. Leur lutte fait violemment tanguer le bateau jusqu'à ce que Rimu et sa trousse de maquillage soient jetés dans le lac. Quand elle refait surface, elle réalise que tout son maquillage a été emporté et essaie désespérément de cacher son visage car sa trousse est introuvable. Karoe regarde avec horreur le tumulte commencer à attirer une foule. Elle remarque alors Arana debout à côté d'elle et a soudainement une idée. Si elle peut se transformer partiellement, elle pourrait distraire tout le monde avec sa queue assez longtemps pour que Rimu se remaquille. Nerveuse, elle décide qu'elle a d'abord besoin d'un petit coup de pouce de confiance et applique rapidement son rouge à lèvres. Elle tend la main à Arata pour attirer son attention, mais au moment où ils se tiennent si près l'un de l'autre, tous deux deviennent troublés. Arata remarque son rouge à lèvres et dit immédiatement qu'il sait qu'il lui va très bien. Ces mots donnent envie à Kuroi de cesser de cacher à quel point elle l'aime. Raimu lui avait montré ce que signifiait être courageuse, et Kuroi décide qu'elle veut l'être aussi. Rassemblant tout son courage, elle se penche pour l'embrasser. Mais elle rate, car son baiser atterrit sur sa joue. Elle s'enfuit en rougissant et plonge droit dans le lac. Pendant ce temps, Okada essaie toujours de convaincre Rimu de remonter dans le bateau. Quand il essaye de la hisser à bord, il voit enfin son visage nu et réalise qu'elle est la même Rimu du collège. Terrifié, il s'éloigne frénétiquement, mais son bateau entre en collision avec Harugan. Harugan pousse un rugissement puissant. Kuru se sent un peu ridicule d'avoir cru pouvoir s'arrêter à une transformation partielle, mais devenir Harugan lui achètera au moins assez de temps pour Raimu. Pendant que toute l'attention est fixée sur elle, Harugan cache soigneusement Raimu dans sa paume pour qu'elle puisse se remaquiller. Cherchant un moyen de retrouver sa confiance, Raimu remarque le rouge à lèvres de Karoe. Pendant ce temps, Karoe réalise que sa transformation a provoqué de puissants courants et un étudiant s'accroche désespérément à une branche d'arbre pour éviter d'être emporté.
Elle se précipite pour le sauver, mais Rimu remarque que la branche est sur le point de casser. Sans hésiter, Rimu entre en action, portant l'étudiant dans un bras, tout en utilisant la branche cassante pour les faire basculer tous les deux en toute sécurité sur la terre ferme. D'une voix forte, Rimu ordonne à tout le monde de courir pendant qu'elle fait face hardiment à Harugon. Elles rugissent l'une contre l'autre, mais Harugan recule instinctivement, laissant les spectateurs stupéfaits que Rimu ait réussi à intimider le monstre géant. Rimu réapplique le rouge à lèvres de Karu, se redresse et déclare enfin que c'est son vrai visage. Elle demande timidement aux autres filles si elles voudraient lui prêter du maquillage, car tout le sien a été emporté, bien qu'elles n'attendent aucune aide. Des larmes commencent à couler sur son visage. À sa grande surprise, les filles se rassemblent immédiatement autour d'elle, chacune lui offrant les cosmétiques qu'elle leur a recommandés. Elle remercie Rimu, expliquant qu'elles reçoivent toujours des compliments grâce à ses suggestions de maquillage. Profondément émue, Rimu réalise qu'elle a bien plus de gens qui la soutiennent qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Okada ricane, traitant toutes les filles d'escrocs pour avoir caché leur laid visage derrière du maquillage. Les filles se préparent à discuter avec lui, mais Rimu les arrête. Elle admet qu'elle pensait autrefois aussi superficiellement que lui, car elle voulait désespérément l'approbation de quelqu'un d'attirant comme lui. Maintenant, elle sait qu'elle n'a pas besoin de ce genre de validation, car elle a déjà des amis merveilleux. Elle déclare fièrement que la chose la plus attrayante chez elle est qu'elle n'abandonne jamais. Elle lance un sourire triomphant à Okada et commence à l'insulter, et toutes les filles se rallient derrière elle. Quand Okada recommence à les insulter, Haruveline le laisse s'accrocher à sa queue et l'emporte en rugissant, comme pour avertir tout le monde de sa superficialité. Arata appelle rapidement Harugan, lui demandant de laisser Okada partir, car il ne veut pas que les gens croient qu'elle est mauvaise. Harugan lui obéit immédiatement et lâche Okada dans le lac, avant de surprendre Arata en l'embrassant doucement. En s'éloignant, Karui se demande si Arata pourrait un jour trouver Harugan belle aussi. Néanmoins, elle est fière de ce qu'elle a accompli aujourd'hui. Pour la première fois, elle se trouve même belle. De retour à l'école, les filles se demandent pourquoi Harugon portait le rouge à lèvres de Karui. Karui suggère que Haruga voulait être jolie. Certaines filles se rassemblent autour de Raimund pour s'enquérir de ses dernières vidéos de maquillage, tandis que d'autres parlent d'Arata, désormais surnommé le prince Kaiju, en raison de sa rencontre avec Haruga. Un jour, la vidéo du prince Kaiju devient virale, faisant monter en flèche la popularité d'Arata. Bien qu'il ne soit pas contre la popularité, ce niveau d'attention commence à le déranger. Eun reçoit un appel d'un réseau qui veut l'avoir comme invité dans leur émission, ce qui rend toute l'école folle de voir enfin leur idole scolaire apparaître à la télévision. Karoe observe tout cela, consciente que cette attention soudaine devient un fardeau énorme pour Arata, et elle s'en blâme. Plus tard, quand ils parviennent enfin à avoir une pause, Karoe s'excuse auprès d'Arata. Elle ne peut toujours pas lui dire qu'elle est Harugon, mais elle lui dit qu'il peut lui confier tous ses sentiments. Elle sait qu'Erada aura beaucoup de choses positives et négatives à gérer à cause de toute cette attention soudaine. Elle jure même de devenir aussi forte qu'un kaiju pour le protéger. Gênée par ses propos, Kuroi se retourne. Cependant, Erata la prend soudainement dans ses bras et la remercie pour ses mots. Quand il avoue qu'il l'aime vraiment, Kuroi sent sa queue commencer à sortir. Elle se tourne vers lui, submergée par ses sentiments. Elle s'apprête à l'embrasser quand ils entendent soudain le déclic d'un appareil photo. Karoe est immédiatement embarrassée et inquiète. Elle sait que si quelqu'un la surprend en pleine transformation, cela ne fera qu'aggraver les problèmes d'Arata. Arata suggère qu'ils gardent leur distance à partir de maintenant, mentionnant qu'il ne veut pas que les gens écrivent des choses étranges sur Karoe. Cependant, il promet de trouver un nouvel endroit où ils pourront se voir sans être dérangés. Kuroi se sent dépassée par tout cela, alors elle retourne vers sa salle de classe. Aucun d'eux ne remarque que Manatsu se tient sur les escaliers au-dessus d'eux et a entendu leur conversation. Quand Kuroi rentre chez elle, Rinko la réprimande à propos de la vidéo virale de Harugan. Elle lui rappelle qu'elle ne peut pas s'enthousiasmer trop et qu'elle ne devrait pas embrasser les gens en public en premier lieu. Kuroi s'irrite et demande à Rinko de lui dire enfin pourquoi elle est née avec la capacité de se transformer en kaiju. Rinko s'énerve et se plaint que Karoe entre enfin dans sa phase rebelle. Cependant, elle est rapidement distraite par la célébrité apparaissant à la télévision. Pendant ce temps, Arata rentre chez lui sain et sauf. Mo l'aperçoit et lui dit qu'elle a également été approchée par beaucoup de monde à cause de sa popularité soudaine. Elle ne connaissait pas les réponses à la plupart de leurs questions, mais elle dit à Arata qu'elle leur a dit qu'il avait une très jolie petite amie. Bao reçoit ensuite un appel et il s'avère que c'est une amie de l'école. Elle dit à Arata qu'elle va appeler son amie en vidéo, alors elle le laisse seul avec ses pensées. Cela donne une idée à Arata. Pendant ce temps, Karoe se prélasse dans sa chambre en tenue d'intérieur et mange des chips quand elle voit un message d'Arata. Il semble qu'il veuille l'appeler en vidéo pour qu'il puisse parler. Elle apprend que les appels vidéo sont gratuits, mais qu'elle doit emprunter la tablette de sa mère pour utiliser la caméra frontale. Rinko décide de la laisser l'utiliser, même si elle l'utilisait elle-même. Kuroi retourne dans sa chambre et lance l'appel vidéo. Elle est choquée quand le visage d'Erada apparaît soudainement devant elle. Elle pose immédiatement la tablette et se cache sous sa couverture.
réalisant à quel point elle a l'air négligée. Une fois calmée, elle réinstalle la tablette. Cette fois, elle porte la couverture sur ses vêtements, tout en parlant à Arata. Elle est surprise par le fonctionnement des appels vidéo, mais devient ensuite embarrassée, car cela signifie qu'ils se regardent techniquement directement. Karui sort lentement du cadre, arguant qu'elle ne porte rien de joli pour lui. Cependant, Arata lui dit qu'elle est belle, même quand elle est détendue, et que cela donne l'impression qu'ils vivent ensemble. Cette déclaration excite tellement Karui que ses cornes finissent par apparaître. Elle essaie rapidement de les cacher en se rapprochant de l'écran pour que la caméra ne les voit pas. Arata trouve cela étrange et décide de se rapprocher aussi de l'écran, mais cela ne fait qu'inquiéter encore plus Karu. Elle dit rapidement à Arata d'attendre un peu pour qu'elle puisse ajuster l'angle de la caméra. Après un moment, elle parvient à trouver un angle qui lui convient. Cependant, quand Arata la voit, il décide que Kurowi a l'air un peu trop révélatrice sous cet angle et lui dit qu'ils doivent en trouver un nouveau. Kurowi essaye de penser à un autre angle, mais Rinkum frappe à la porte de Kurowi car elle veut récupérer sa tablette. Arata comprend déjà ce qui se passe et dit à Kurowi qu'il est juste reconnaissant qu'ils aient pu discuter un peu. Il admet qu'il se sent mal qu'ils ne soient pas libres de se rencontrer sans que les gens les interrompent. Il demande s'il serait possible pour eux de se voir bientôt quelque part où personne ne pourrait les trouver. Plus il y pense, plus il réalise qu'il pourrait y avoir un endroit où personne ne se soucierait de sa présence. Il dit à Kurowi d'attendre car ils révéleront l'endroit bientôt. Pendant qu'ils continuent à discuter de leur signification, Rinko essaye d'écouter leur conversation de l'extérieur de la porte. Le lendemain à l'école, Kurowi est approchée par Rimu et Manatsu. Rimu est soulagée que Kurowi semble aller bien malgré le fait qu'elle ne puisse pas passer autant de temps avec Arata. Kurowi décide de murmurer ses plans avec Arata aux deux filles. Raimu est immédiatement excité à l'idée qu'Arata et Kuru auront un rendez-vous pendant le feu d'artifice. Kuru explique qu'Arata pense que se fondre dans la foule le fera moins ressortir, et comme il y aura des feux d'artifice, les gens seront trop occupés à regarder le ciel pour vraiment remarquer qui ils sont. Alors que les deux filles discutent avec enthousiasme du plan, Munatsu a l'air triste. Cependant, elle le cache rapidement en souhaitant à Kurowi un bon moment au festival. Elle essaye de cacher ses sentiments pendant que les filles continuent de faire des projets sur le port d'un yukata. Le jour du festival, Karoe a du mal à enfiler son yukata. Elle réalise vite qu'il pourrait être trop difficile pour elle de le faire seule. Elle décide donc qu'il vaudrait mieux porter ses vêtements habituels après tout. Rinko arrive et est surprise de voir Karoe en yukata. Elle apprend vite que Karoe avait secrètement prévu d'assister au festival pyrotechnique. Rinko serre soudainement Karoe dans ses bras et, sans explication, commence à ajuster son yukata. Quand elle a fini, Karoe porte enfin son yukata correctement. Rinko lui arrange même les cheveux et le maquillage. Karoe est surprise que Rinko l'aide. Rinko avoue qu'elle était contrariée que Karoe ait prévu de s'enfuir, mais elle ne veut pas non plus retenir Karoe. Elles finissent par arriver à la porte, prêtes pour que Karoe parte. Avant de partir, elle remercie Rinko pour son aide. Rinko ne peut s'empêcher de sourire en regardant sa fille partir, bien qu'elle s'inquiète secrètement de ce qui va arriver ce soir. Karui attend Arata à leur point de rendez-vous et est choqué quand il s'approche d'elle avec un masque de lapin pour se déguiser. Arata est content de la voir et complimente son yukata. Kuruei se sent à nouveau dépassée et sent sa queue apparaître. Alors, elle se cache derrière un stand. Elle essaye de se calmer car, contrairement à ses vêtements habituels, le yukata couvre mal ses traits de kaiju. Une fois calmée, Arata suggère d'aller profiter du festival ensemble. Ils parviennent à visiter beaucoup d'endroits, et Kuroi obtient même de la barbe à papa qu'elle partage avec Arata. Un enfant semble le reconnaître, mais il la convainc de garder le silence. Ils continuent à profiter du reste du festival, et Arata remarque que plus de gens sont arrivés, car c'est bientôt l'heure des feux d'artifice. Il dit à Kuru qu'il a trouvé un endroit parfait pour regarder les feux d'artifice et mentionne qu'ils seront seuls. Cependant, Karoe trouve cela suspect, il doit donc la rassurer. Il commence à marcher vers l'endroit, mais il semble y avoir des jeunes adultes qui boivent. Le groupe les repère et les trouve adorables, car ce sont évidemment encore des lycéens. Une des filles reconnaît Arata comme le prince Kaiju, et Arata y voit un signal pour partir. Il retourne sur le site du festival, et Arata n'est plus de bonne humeur car il a perdu son endroit secret, et Karoe essaie de le remonter. Il remarque qu'il y a tellement de monde qu'il est presque impossible pour quelqu'un comme Karoe de voir les feux d'artifice. Karoe voit qu'Arata semble tendu, alors elle décide de lui dire que ça lui est égal car elle ne voit pas les feux d'artifice. Ce qui compte pour elle, c'est de passer ce moment avec lui. Arata s'apprête à répondre, mais ils entendent soudain une explosion dans le ciel. Cela excite la foule, qui commence à se pousser pour mieux voir les feux d'artifice. Arata et Karu sont séparés, emportés dans des directions différentes par la foule. Karui se retrouve près de la rivière, et sa batterie de téléphone est morte. Elle ne peut donc pas contacter Arata. Elle essaye de le chercher, mais ne le voit nulle part, et cela commence à la faire pleurer. La pensée de manquer les feux d'artifice avec lui la détresse grandement et la fait se transformer en Harugan.
Harugan crie vers le ciel car elle est triste. Alors que les gens commencent à évacuer, le personnel des feux d'artifice refuse de quitter son poste pour continuer le spectacle, que Harugan soit là ou non. Harugan regarde le ciel se remplir de magnifiques feux d'artifice et elle souhaite que son rendez-vous avec Arata se termine par cette vue. Se rappelant que sa soirée est à nouveau gâchée, elle pousse un autre rugissement, mais s'arrête en entendant Arata l'appeler. Quand Erada voit qu'il a l'attention de Harugan, il dit au kaiju de se calmer pour ne pas gâcher la soirée, car beaucoup de gens attendaient ce jour avec impatience. Elle réalise que beaucoup de gens attendaient le spectacle pyrotechnique, et elle-même s'était préparée pour la soirée. Elle décide de se calmer, et prend Arata dans ses mains pour qu'il ait une bonne vue des feux d'artifice. Si elle ne peut pas être avec lui en tant que Karoe ce soir, elle peut toujours profiter de la vue avec lui en tant que Harugan. Appréciant la vue, Arata commence à se confier à Harugan. Il dit à Harugan qu'il était en fait à un rendez-vous avec une fille qu'il aime, mais qu'ils ont été séparés. Il espère sincèrement que malgré cela, Karu regarde les mêmes feux d'artifice quelque part en sécurité. Quand Karu se retransforme, elle retrouve ses vêtements, qui étaient restés avec son sac pendant toute l'épreuve. Cependant, elle remarque quelque chose qui ne va pas. Pendant ce temps, Erada la cherche. Quand elle le voit, elle va immédiatement vers lui, mais le prévient de ne pas la serrer trop fort car elle est sale. C'est alors qu'Erato remarque que des parties de son yukata sont en lambeaux et qu'elle est même pieds nus, mais Kuroi insiste qu'elle n'est pas blessée. Kuroi est choquée quand il la prend soudainement et lui demande un peu plus de temps. Elle finit par l'attendre sous le pont et est surprise qu'Erada ait réussi à lui trouver un manteau et même des sandales. Il la surprend ensuite en sortant un paquet de feux d'artifice. Il lui dit qu'il s'est souvenu qu'elle avait dit que ça n'avait pas d'importance tant qu'ils étaient ensemble. Au-dessus d'eux, une mère et sa fille rentrent chez elle. La famille est choquée par la vue de Manatsu dans sa tenue de mafieuse, et Manatsu regarde avec détermination Erada et Kuro qui profitaient de leurs feux d'artifice. Alors qu'Erada rentre joyeusement chez lui, il se souvient de l'état négligé de Kuro et s'inquiète pour sa sécurité. Quand il entre dans le bâtiment, il trouve Monatsu qui l'attend avec impatience. Monatsu invite Arata à s'asseoir, admettant qu'elle veut lui parler. Dès qu'il le fait, Monatsu l'accuse d'avoir trompé Karoe, ce qui le choque. Il apprend que Monatsu pense qu'il trompe Karoe avec Harugon. Bien qu'elle s'inquiète pour Kuroi, la vérité est qu'elle est plus contrariée que Harugon préfère Arata à elle, alors qu'elle pense constamment à Harugon. Arata essaie de lui expliquer qu'il pense que Harugon le voit juste comme une âme sœur et commence à citer des occasions où cela semblait être le cas. Cependant, plus il en parle, plus Monatsu est convaincu que Harugon le choisit vraiment. Il semble que Monatsu ne soit plus convaincu. Alors, pour tenter une dernière fois de la persuader qu'il n'est pas amoureux de Harugon, il déclare que Karui est la seule fille qu'il aime vraiment. Monatsu est choqué qu'Arata décrive déjà ses sentiments comme de l'amour, mais appelle toujours Karui par son nom de famille. Il répète donc sa confession, cette fois en utilisant le prénom de Karui. Manatsu arrête d'enregistrer, ce qu'elle considère comme une preuve qu'il n'aime pas Harugon, avant d'ajouter que c'est aussi pour Karui. Elle dit ensuite à Arata que sa confession lui a fait réaliser qu'elle n'a jamais dit à Harugon qu'elle aimait le kaiju. Elle lui dit que peut-être Harugon n'a pas réalisé que ses grands gestes sont des signes de son affection profonde, elle doit donc être plus directe sur ses sentiments pour Harugon. Elle décide qu'elle en a assez d'attendre, et que c'est à son tour de chercher Harugan et de lui faire connaître ses sentiments. Elle sort en courant du bâtiment et dit à Arata qu'elle va emprunter Karui pour le week-end. Bao l'aperçoit et demande à Arata ce qui vient de passer devant eux. Une question à laquelle même Arata a du mal à répondre. Le week-end, Manatsu amène Raimu et Kuroi à une journée plage entre filles sur une île privée. Kuroi prend une photo d'un crabe et l'envoie à Arata, puis est appelé par Manatsu pour les rejoindre pour des douceurs. Kuroi s'illumine immédiatement et s'apprête à manger de la glace roulée, mais Rimu l'éclabousse d'eau et se plaint que Kuroi ne porte pas un joli maillot de bain. Elle décide de prendre une photo avec Kuroi pour pouvoir l'envoyer à Arata plus tard. Karu est embarrassée et éclabousse Raimu d'eau pour qu'elle arrête, faisant fondre le maquillage de Raimu. À la maison, Erada reçoit la photo et sourit, mais remarque ensuite un numéro inconnu qui l'appelle. Il voit que c'est le même numéro inconnu qu'auparavant. De retour sur la plage privée, Karoe commente que l'île sur laquelle il se trouve ressemble à un endroit d'où un kaiju pourrait sortir de la forêt. Monatsu la félicite pour son observation, citant que cette île a beaucoup de légendes de kaiju. Elle leur montre même une photo d'un dessin rupestre d'un kaiju qui aurait mangé les habitants de l'île. Après avoir raconté son histoire, elle demande si Kuroi et Rimu sont intéressés à l'aider avec quelque chose. Rimu accepte joyeusement, ne laissant à Kuroi d'autre choix que d'accepter aussi. Après avoir suivi Manatsu, Kuroi se retrouve à porter une sorte de tenue de prêtresse tribale car Monatsu veut qu'elle invoque Harugon. Raimu aide les deux filles à se préparer, mais Karui dit à Monatsu qu'elle ne peut pas aider car Harugon dort.
Cependant, Munatsu la supplie d'invoquer Arugon car elle sent que si elle ne voit pas Arugon, elle devra renoncer à attirer l'attention du kaiju. Elle jure qu'elle aimera Arugon pour toujours, mais ne veut pas être un fardeau pour le kaiju. Elle pense aussi que même si Arugon n'est pas sur l'île, c'est un endroit facile d'accès pour lui. Kuroi décide qu'il vaut mieux accepter les exigences de Munatsu pour le moment. Puisque Kuroi a accepté, Munatsu se prépare à rencontrer Arugon et dit à Kuroi de commencer son rituel. Kuroi décide d'improviser une danse sur place pour invoquer Arugon et Munatsu se laisse complètement convaincre. Rayamu commence à rire en voyant cela, mais finit par faire une sieste au son des tambours. Le groupe ignore complètement qu'il y a autre chose sur l'île avec eux. Au coucher du soleil, Karoi est complètement épuisée et Munatsu commence à penser qu'ils sont au mauvais endroit. Elle décide d'essayer d'appeler Aruga près de la falaise et Karoi décide de la rejoindre dans son périple par inquiétude. Quand elles arrivent au sommet, Manatsu redouble d'efforts et commence à crier pour Arugon, avouant même combien elle aime le kaiju. Cependant, Arugon ne répond pas à ses appels, alors Kuroi suggère qu'elle redescende avant qu'il ne fasse trop sombre. Munatsu est sur le point d'abandonner, mais elles entendent alors un bruissement dans les buissons. Cependant, quand elles regardent, c'est un lézard varan géant, et non un kaiju. Munatsu se fâche, car ce n'est pas Arugana, et commence même à se battre avec lui. Agacé, le lézard s'apprête à riposter, mais Kuroi parvient à pousser Munatsu hors de danger. Cependant, Kuroi et Munatsu finissent par tomber de la falaise. De retour en ville, Arata rencontre une productrice de télévision nommée Tuko. Il dit à Tuko qu'il a seulement accepté de la voir pour pouvoir lui dire un non catégorique à une apparition télévisée. Toko feint de comprendre sa situation, puis mentionne à quel point Arata doit détester l'attention médiatique, ne pouvant pas avoir de rendez-vous normal avec Karoe. Elle dit qu'elle pense que les choses s'arrangeront plus vite si Arata aborde le problème à la télévision lui-même, au lieu que les gens le traquent pour connaître la vérité. Elle dit à Arata que s'il accepte de participer à une émission, ils ne le déformeront pas et il pourra retourner à sa vie normale plus tôt. Arata pense à quel point il souhaite que Kuroi et lui aient une relation normale. Il décide donc de demander les détails à Tuko. Avec Karoe, elle est vivante et indemne. Cependant, Manatsu est blessée et coincée dans une partie inférieure de la colline. Karoe décide d'aller s'assurer qu'elle va bien, mais en tentant d'atteindre Manatsu, elle tombe aussi. Quand elle se remet, elle remarque le même dessin que sur le téléphone de Manatsu, mais pour elle, cela ressemble juste à du graffiti. Elle voit quelque chose luire par terre et en ramasse un morceau. Elle ne comprend toujours pas ce que c'est, mais remarque qu'il y a une traînée. Elle la suit jusqu'à une grotte et découvre qu'elle mène à ce qui semble être un œuf éclos. Elle éclaire le mur et voit un dessin plus détaillé. Et cette fois, le kaiju Arugan est clairement représenté. Elle entend Manatsu l'appeler, alors elle décide de jeter le morceau de coquille qu'elle tient et de retourner auprès de Momatsu. Les deux finissent par se réfugier dans le tronc creux d'un arbre. Mamatsu s'excuse auprès de Kuroi de l'avoir mise en danger. Cependant, Kuroi s'inquiète davantage de la jambe de Mamatsu, même si Mamatsu prétend qu'elle ira bien. Mamatsu lui dit que ce qui lui fait le plus mal, c'est son cœur, car malgré tout ce qu'elles ont vécu aujourd'hui, Aruvan n'est pas venu pour elle. Elle avoue à Karoi qu'elle pensait qu'Arugan jouait juste à se faire désirer. Elle pensait qu'Arugan était juste timide, car ses sentiments pour le kaiju sont si intenses. Mais après aujourd'hui, elle a l'impression qu'Arugan n'a jamais vraiment tenu à elle et ne réalisera jamais son souhait de la détruire un jour. Karove étudie Munatsu et décide de lui demander ce qu'elle trouve d'attirant chez Arugan. Karove lui dit qu'elle a du mal à comprendre Munatsu, car pour elle, Arugan est un kaiju effrayant. Elle pense à sa propre situation et sait que tant qu'elle pourra se transformer en Arugan, elle n'aura jamais de vraie relation amoureuse avec Arata. Monatsu dit à Karoi qu'elle reconnaît qu'il y a beaucoup de gens qui penseraient ainsi, mais cela ne change rien au fait qu'elle adore complètement Arugan. Pour Monatsu, savoir qu'un kaiju aussi incroyable qu'Arugan existe dans le monde la remplit d'une telle excitation qu'elle en oublie parfois de respirer. Elle dit à Karoi qu'elle a grandi dans une famille aisée et qu'elle n'a jamais vraiment réussi à s'entendre avec ses pairs car elle a toujours pensé que le monde était prévisible. Elle aimait donc s'évader dans son propre monde imaginaire. La première fois qu'elle a trouvé le monde réel intéressant, c'est quand elle a entendu Arugan rugir à la télévision. Maintenant, elle considère chaque jour comme une occasion de voir Arugan. Elle a donc décidé que même si Arugan détestait son destin, ou si le monde entier se retournait contre elle, elle serait toujours reconnaissante qu'Arugan soit né. Elle dit à Karoe que même si Arugan l'a techniquement rejetée, elle est toujours fière de ses sentiments pour Arugan. Karove se sent soudainement reconnaissante des paroles de Manatsu, alors elle la serre dans ses bras et lui dit combien elle est désolée de ne pas avoir pu invoquer Arugon aujourd'hui. Elle dit ensuite qu'Arugan est aussi la raison pour laquelle elles se sont rencontrées et sont devenues amies. Soudain, elle voit qu'elles sont entourées du même type de lézard qui les a attaquées plus tôt. Munatsu insiste pour que Karoe s'enfuit et se sauve car elle ne peut pas courir avec sa jambe blessée. Elle mentionne également qu'elle ne pourra pas faire face à Orada si quelque chose arrivait à Karoe, car Orada aime tellement Karoe.
Cela rappelle quelque chose à Manatsu, alors Manatsu lui montre la vidéo qu'elle a prise, disant que Karoe peut la prendre pour se souvenir d'elle. Cependant, en voyant la vidéo et en entendant sa confession, Karoe sent quelque chose changer en elle. Au moment où Manatsu se tourne pour la regarder, elle s'enfuit déjà. Manatsu essaie de courir elle-même mais trébuche. Alors que les lézards se rapprochent d'elle, elle commence à prier Harugan. Comme si Harugan avait entendu ses prières, une explosion est visible, qui réveille même Rimu. Alors que les flammes s'éteignent, Harugan apparaît soudainement, hurlant dans les airs. Harugan ramasse Manatsu, et Manatsu y voit un signe qu'Harugan accepte ses sentiments. Quand Harugan pousse un autre rugissement, Manatsu se sent de plus en plus excitée et encourage Harugan à utiliser ses pouvoirs sur elle. Elle est tellement excitée qu'elle s'évanouit un peu. Harugan décide de la placer sur sa tête, et Manatsu est émerveillée par la vue du ciel nocturne depuis la tête du kaiju. Monatsu a l'impression que le monde s'est soudainement agrandi, et ce n'est plus un mystère pourquoi quelqu'un d'aussi incroyable qu'Ourugan existe. Elle dit à Harugan qu'elle souhaite qu'Ourugan rencontre un jour d'autres kaiju. La simple pensée de rencontrer plus de kaiju excite à nouveau Monatsu. Karove pense que rencontrer d'autres kaiju serait étrange. Elle ne comprend même pas totalement ce qu'elle est, encore moins ce que pourraient être d'autres kaiju. Ses pensées reviennent aux dessins dans la grotte et aux autres créatures semblables à des lézards sur l'île. Elle s'interroge sur l'existence d'autres kaiju, et cela l'inquiète. De retour chez elle, Rinko s'inquiète car Kurowi ne l'a pas contacté depuis son départ. Au même moment, les informations annoncent soudainement l'observation d'un kaiju près des îles Obasawara. Rinko prête une attention particulière à la télévision et remarque que l'île où Kurowi a été repérée ressemble à l'île où elle a trouvé un œuf de kaiju. Ce n'est pas la même, mais il est possible que l'île ait un autre œuf. Elle regarde l'œuf qu'elle a trouvé et décide de s'y rendre, sachant qu'elle doit le faire pour Kurowi. Karove rentre chez elle plus tard dans la soirée et voit Jumbo King, mais aucun signe de Rinko. Elle repère une note de sa part, et il y est écrit que Rinko a décidé de suivre la tournée de son idole et qu'elle rentrera chez elle après 2 jours. Karove trouve cela étrange, mais décide de ne pas s'en inquiéter pour l'instant et se prépare à se coucher. Juste au moment où elle s'apprête à aller à la salle de bain, elle entend la télévision annoncer que le prince Kaiju est l'invité spécial de leur émission ce soir. Elle se tourne pour confirmer, et à sa plus grande stupeur, c'est Arata. Dans l'émission, tout le monde est curieux de savoir quel type de relation Arata a avec Harugon, et ils savent déjà qu'il y avait Tuko qui a réussi à le recruter. Ils sont surpris quand Arata parle d'Harugon au féminin, et on lui donne même des instructions sur ce qu'il doit dire pour faire croire à une relation amoureuse entre lui et Harugon, bien qu'à l'intérieur, Arata hésite beaucoup à être à l'émission. Kuro est sous le choc, et une partie de son corps s'est déjà transformée à cause de la confusion de voir Arata à la télévision proclamer qu'il protégera Harugan. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite.